Voilà, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà eu l'occasion de venir dans cette région et de visiter. Voilà, c'est là que je travaille. Alors, le problème qu'on se pose, on s'est découvert un ennemi commun au niveau de toute la planète là, il y a une vingtaine d'années, hein, qui est le CO2, plus généralement les gaz à effet de serre. Et le principal, je dirais, celui qu'on cible en particulier, c'est le gaz carbonique. Donc vous savez que les émissions de gaz carbonique, ce qu'on appelle les émissions de gaz carbonique, proviennent de la consommation du carbone fossile, hein, et non pas du carbone végétal qui lui se renouvelle, se recycle. Mais quand on extrait du carbone fossile, bien finalement, il finit toujours en CO2. Voilà. Et c'est un peu notre problème aujourd'hui parce que ce CO2 contribue à l'effet de serre qui est très bien, l'effet de serre naturel, on en a besoin. Mais si on augmente la concentration en CO2 dans l'atmosphère, là, les prévisions des climatologues sont assez alarmantes. Alors bon, vous avez sur ce graphe-là, alors je sais pas si vous avez sur ce graphe-là l'évolution en gigatonnes, hein, de CO2 dans l'atmosphère. Et bon, on voit ici au fil des ans finalement une augmentation qui, si on ne fait rien, hein, le scénario où on ne fait rien, prévoit quand même un réchauffement à peu près à 6 degrés donc, dans le siècle, hein, ce qui fait que on ne pourra pas se le permettre, quoi. Voilà. Alors, le scénario dit à 450, c'est 450 parties par million de CO2 dans l'atmosphère, limiterait le réchauffement à 2 degrés. Donc ça, c'est considéré comme quelque chose de plus raisonnable ou d'accessible. Alors, comment on fait pour y arriver ? Finalement, pour diminuer au fil des ans, hein, l'émission de CO2, on s'aperçoit ici que l'arme principale, finalement, c'est les économies d'énergie. Voilà. Donc, on ne répétera jamais assez. Si on ne fait pas d'économie d'énergie, on n'y arrivera pas. Voilà, ça c'est vraiment il faut le marteler sans convaincre, hein, parce que on n'aura pas les moyens de limiter le réchauffement sans ça. Vous voyez que c'est une part la plus importante. Le reste après, c'est de faire appel aux renouvelables, le maximum pour produire l'énergie, sans oublier le nucléaire ici. Voilà. Et le captage du carbone qui peut intervenir également. Voilà. Donc on va parler des renouvelables et d'une partie des renouvelables, hein, mais vous voyez qu'on finalement on ne parle que d'une partie du problème. Voilà, donc il faut rester modeste, hein. On ne s'attaque pas à la totalité du problème en un seul coup. Alors, quand on parle d'énergie solaire, finalement, de quoi on parle et de quel volume on parle ? Voilà. On sait très bien que l'énergie solaire, on en a à profusion, donc on va le voir dans un instant. Maintenant, on l'utilise très peu. En réalité, hein, si on regarde la consommation mondiale ici d'énergie primaire, on est principalement sur les hydrocarbures, hein, le pétrole, le charbon qui est du carbone fossile et le gaz naturel. Vous voyez que ça représente quand même plus des 3/4, c'est 80% de la consommation d'énergie mondiale. Voilà. On a un peu moins de 5% de nucléaire, et puis très très peu finalement, il y a de l'hydroélectricité, puis très très peu d'autres, donc parmi lesquels le solaire, voilà, c'est moins de 2%. Voilà. Donc ça reste très très marginal aujourd'hui. Alors, l'électricité solaire, cette fois-ci, on parle d'électricité et pas seulement d'énergie. L'électricité solaire, donc si on regarde la production mondiale d'électricité, on repose principalement sur le charbon, le gaz naturel. Voilà. L'hydroélectricité, c'est pas mal, plus de 15%, donc ça, il faut en profiter. Et le nucléaire, à peu près à 10%. Les autres énergies renouvelables, ici, c'est 7%, donc c'est assez peu. C'est assez peu. Pour ce qui est de la France, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Nous, on a une situation un petit peu particulière qu'on partage avec quelques autres pays dits nucléarisés, hein, je pense à la Corée en particulier. On est principalement nucléaire pour notre production d'électricité et un petit peu d'hydraulique, très peu de solaire. Donc de toute façon, dans tous les cas de figure, l'énergie solaire reste très marginal. Alors ça ne veut pas dire que c'est un problème mineur, hein. On va essayer d'augmenter notre capacité finalement à capter, à convertir cette énergie. Maintenant, il y a vraiment du travail. Si on veut basculer dans un monde beaucoup plus solaire en termes d'utilisation de l'énergie, il y a vraiment des gros efforts à faire. Alors, l'énergie solaire, finalement, qu'est-ce que c'est ? On va revenir pendant quelques minutes sur l'origine de ce rayonnement un peu magique, hein, qui nous apporte la vie et notre énergie. Le point de départ, c'est le cœur du Soleil, hein, c'est là qu'est le grand réacteur thermonucléaire qui finalement produit au final la chaleur et le rayonnement qui nous parvient du disque solaire. Donc tout se passe ici au niveau du cœur où finalement on transforme l'hydrogène en hélium. En fait, voilà, le moteur, hein, c'est une réaction thermonucléaire qui transforme l'hydrogène en hélium. En plusieurs étapes, on passe par le deutérium, etc. Puis ensuite l'hélium 3, le noyau d'atome, voilà, et puis l'hélium 4. Pour finir. Donc on a des températures associées à cette réaction thermonucléaire extrêmement élevées, plusieurs millions de degrés.
Et puis ça c'est au cœur. Et puis ensuite on a de l'hélium ici. Et puis petit à petit, plus on se rapproche de la surface et plus ça se refroidit en quelque sorte. Et donc au final, pour nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe à la surface ici, la photosphère, qui est finalement la source de rayonnement qui nous intéresse. Alors ce soleil, en fait, il apparaît petit dans le ciel, mais en réalité c'est une énorme boule, hein, 1,5 million de kilomètres de diamètre, donc c'est énorme. Hein. Nous, la Terre, ça fait 12 400 kilomètres, donc c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus gros que la Terre. C'est tellement loin, 150 millions de kilomètres, qu'il nous apparaît petit. En fait, c'est un petit disque, hein, un peu plus de 9 milliradians, ça fait à peu près un demi-degré d'angle visible. Hein, voilà. Je dirais heureusement, on est à la bonne distance du Soleil finalement. On est à la bonne distance du Soleil parce que la Terre intercepte une toute petite partie du rayonnement. Voilà, hein. Vous voyez qu'ici on a une énorme centrale nucléaire, là, on a plus de 60 mégawatts par mètre carré, hein, donc c'est une vraie source d'énergie très, 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 très puissante. Mais finalement, on émet cette énergie dans toutes les directions de l'espace et la Terre en récupère une toute petite partie. On a à peu près 1360 watts par mètre carré qui arrivent hors atmosphère. Voilà, un peu plus d'1 kilowatt par mètre carré hors atmosphère, donc ça reste assez dilué finalement. Alors, quand le rayonnement arrive sur l'atmosphère, il y a deux phénomènes principaux qui se produisent. Il y a d'une part de l'absorption dans l'atmosphère. Donc l'atmosphère absorbe une partie de ce rayonnement. Très bien. Donc c'est ce qu'on pourrait appeler ça le filtre atmosphérique. Hein. Donc si vous voyez ici sur cette courbe-là, en fonction de la longueur d'onde. Hein, alors je ne vais pas être trop compliqué, je vais essayer de ne pas être trop compliqué avec vous, mais c'est important d'avoir ça en tête. Hein. Quand on parle de la lumière solaire, finalement, on parle de la lumière visible ici. Ça, c'est les longueurs d'onde entre 0,4 et 0,8 micromètres. Et puis il y a également du rayonnement qui arrive dans des longueurs d'onde un peu plus grandes, ce qu'on appelle le proche infrarouge ici, et puis le lointain infrarouge au-delà. Voilà. Ça va jusqu'à 40 microns, mais bon, après, il y a vraiment très très peu d'énergie. Donc le maximum en fait d'énergie solaire est dans le domaine du visible. Alors, au niveau de l'arrivée sur l'atmosphère, on a une grande quantité d'énergie qui nous arrive ici. Voilà, c'est la courbe en orange ici. Et puis l'atmosphère filtre. Et donc finalement, atténue tout ça. Et puis il y a des endroits, il y a des longueurs d'onde où l'atmosphère absorbe. Voilà. C'est par exemple le CO2 ou la vapeur d'eau. Voilà, joue un rôle très important pour absorber de l'énergie. Autre phénomène, c'est la diffusion dans l'atmosphère. C'est-à-dire que l'atmosphère joue le rôle de diffuseur, ici, c'est-à-dire que les rayons sont répercutés. Alors, ça dépend un petit peu des tailles de particules rencontrées. Hein. Il y a des poussières dans les basses couches de l'atmosphère qui sont plutôt très grosses par rapport à la longueur d'onde. Et puis, il y a des molécules qui sont petites par rapport à la longueur d'onde. Voilà. Donc, les phénomènes de diffusion ne sont pas tout à fait les mêmes du point de vue physique. Mais le résultat, c'est que finalement, la lumière qui est reçue au niveau de la Terre ici, n'a pas forcément la même couleur que la lumière qui est émise par le Soleil. Voilà. Donc on va voir dans un instant que ça explique que le Soleil, finalement, il n'apparaît pas toujours de la même couleur, et même le ciel n'apparaît pas toujours de la même couleur, puisque la diffusion dans l'atmosphère, on commence par diffuser le bleu, puis le vert, etc. Donc finalement, on retire un petit peu de rayonnement au fur et à mesure que le rayonnement traverse l'atmosphère. Voilà. Alors un point important à noter, c'est que on distingue, quand on est au niveau du sol, ce qu'on appelle le rayonnement direct, c'est celui qui est issu directement du disque solaire. Quand on regarde le soleil, là on est très ébloui. Voilà. Ça, c'est ce qu'on reçoit directement. Et puis il y a le rayonnement qu'on appelle le rayonnement diffus, qui est le rayonnement finalement qui provient quand on regarde ailleurs que le soleil. On peut regarder le ciel bleu, on peut regarder des nuages, on a quand même de la lumière. On n'en a pas dans cette salle ce soir parce qu'on n'a pas de fenêtre, mais chez vous, à l'intérieur, quand il fait jour, vous avez de la lumière, alors que le soleil est masqué par votre toit, le toit de votre maison. Et bien, tout le rayonnement, finalement, les photons lumineux qui pénètrent dans votre maison, c'est du rayonnement diffus. Voilà. Alors, je fais cette distinction parce que vous allez comprendre dans un instant que finalement, on a plein de formes d'énergie solaire différentes, et selon la manière dont on les capte et on les convertit, finalement, on a des systèmes différents. Donc on parle toujours d'énergie solaire, mais en réalité, on ne parle pas de la même chose. Alors un petit détour vers finalement les couleurs du ciel et du soleil. Bon, ici on a représenté là le soleil très haut dans le ciel, voilà, qui arrive à la verticale. Voilà. Donc on diffuse un petit peu le bleu, mais il reste quand même pas mal de couleurs. Le soleil est quasiment blanc, un petit peu jaune. Voilà. Par contre, au coucher du soleil, on absorbe beaucoup de bleu, beaucoup de vert, et il reste finalement pratiquement que du rouge, que la composante rouge. Ce qui fait que le soleil apparaît bien rouge au couchant. Voilà. Et le reste ici, le ciel est bleu parce que c'est le bleu qui est diffusé dans tous les cas de figure. Bon, ça, je pense que vous avez déjà eu l'occasion d'en entendre parler. Alors,
Je reviens sur la notion de rayonnement direct et de rayonnement diffus. Donc ici, on a le rayonnement diffus, hein, le rayonnement diffus horizontal. Voilà, vous avez le soleil ici. Et puis finalement, le rayonnement diffus, c'est ce qu'on reçoit directement, plus tout ce qui provient de tout l'hémisphère qui est au-dessus de notre tête. Alors si on mesure ce rayonnement, alors dans le cas de la France ici, on a des stations qui mesurent ce rayonnement de manière très précise. On a une cartographie, voilà, de répartition du rayonnement. Alors vous reconnaissez bien sûr que le midi de la France et la Corse sont plus favorisés, hein. Puis on voit ici à peu près l'échelle entre 900 et 1700 kWh par mètre carré et par an. Alors si on regarde maintenant la partie droite, on s'intéresse au rayonnement direct. C'est-à-dire qu'on ne considère ici que le rayonnement qui est issu du disque solaire. Et on s'oriente vers le disque solaire toute la journée. Voilà, c'est comme si quand vous êtes à la plage pour bronzer, finalement vous vous tournez un petit peu en fonction du soleil. Voilà, de façon à recevoir au mieux le rayonnement solaire. Et alors là, qu'est-ce qu'on s'aperçoit quand on fait les mesures de la même manière? On s'aperçoit finalement qu'on a à peu près la même répartition, hein, c'est-à-dire que le nord de la France en est assez dépourvu et le midi en reçoit beaucoup plus. Mais déjà, vous voyez des petites différences, hein, qui apparaissent. Hein. Voilà, la Corse, c'est pas terrible. Hein, c'est souvent nuageux, c'est comme pas mal d'îles en fait. Hein. Si on avait figuré sur cette carte-là aussi les îles de la Réunion, par exemple, qui est assez connue pour ça. On a des phénomènes d'ennuagement assez fréquents, pratiquement quotidiens, ce qui fait qu'on peut avoir du rayonnement diffus, mais très peu de rayonnement direct. Voilà. Et là, ici, on s'aperçoit que l'échelle est plus étendue, c'est-à-dire que c'est plus contrasté. Hein. On descend en dessous de 800 kWh par mètre carré par an et on monte à 2000 kWh par mètre carré par an. Voilà. Donc vous voyez que finalement, la ressource n'est pas la même, selon qu'on veut s'intéresser au direct ou au global. Alors, c'est l'exemple qui est donné ici aussi sur ce graphe-là qui représente une journée. Vous voyez que le rayonnement global, voilà, il augmente le matin tranquillement, il culmine à midi, et puis il décroît après en fin de journée. Le rayonnement direct, lui, il croît beaucoup plus vite le matin. Voilà. Dès que le soleil finalement sort de l'horizon, on a du rayonnement direct. Voilà. Puis après, il est beaucoup plus plat ici à partir de la fin de matinée, toute la partie, le milieu de la journée, puis il plonge après le soir. Voilà. Ça, c'est pour une journée bien ensoleillée. Donc ça vous montre finalement la différence qu'il y a entre ces distributions d'énergie solaire. Alors maintenant, si on parle d'électricité solaire, donc Madame Campello vous l'a dévoilé tout à l'heure, hein, on a tous en tête évidemment l'électricité solaire égale photovoltaïque. Bon, c'est tout à fait naturel. Le photovoltaïque, c'est une énergie tellement magique finalement et qui commence à bien se répandre qu'on connaît bien ça. Alors de quoi il s'agit, hein, vous savez bien, hein, les photons ici sont directement convertis, je dirais, en paires électrons-trous dans les matériaux semi-conducteurs, et pour donner finalement une photopile, pardon, qui va donc permettre de générer du courant électrique et de l'utiliser. Alors il y a pas mal d'utilisations, hein, les utilisations domestiques, on les connaît, hein, voilà, sur les toits des maisons, ou plus maintenant on a des installations agricoles ou industrielles qui ont des surfaces un petit peu plus grandes. Voilà. Bon, on produit de l'électricité avec ce système-là. Alors, c'est une industrie, hein, l'industrie du photovoltaïque, hein, issue largement des compétences finalement en microélectronique. Donc, voilà, notamment l'industrie du silicium est bien connue, bien répandue. Puis il y en a d'autres qui se mettent en marche aujourd'hui, hein, des alternatives finalement au silicium, on en connaît. Voilà, tout ça fonctionne assez bien. Tant mieux, ça, on en fait même des choses très originales. On a fait l'avion solaire, là, bien connu. On fait des choses dans les endroits bien isolés, ici, comme en montagne. Voilà. On a même des feux de circulation, de l'éclairage public, etc. Puis on a des grandes centrales photovoltaïques, donc qui produisent de l'électricité en masse. Alors il y a même un petit peu un effet de mode, je dirais politique. Hein. Les politiques s'en emparent, font des grands discours sur la transition énergétique en s'appuyant massivement sur l'énergie photovoltaïque, ce qui est tout à fait légitime. Hein. Je ne suis pas critique en disant ça, mais bon, c'est ce qu'on s'aperçoit. Donc je dirais que ça contribue aussi à la renommée de cette forme d'énergie. Alors, on n'est pas dans un monde parfait, donc l'énergie solaire et photovoltaïque en particulier a un certain nombre de défauts. Et le défaut majeur qu'on lui connaît, c'est que finalement, on produit quand on a du soleil, évidemment. C'est-à-dire que si on prend une journée, on va produire au milieu de la journée. Si on a une installation massive ou un recours massif à ce type de technologie, on va se retrouver finalement en milieu de journée avec beaucoup plus d'énergie que ce dont on a besoin.
Ce que vous avez ici, par exemple, c'est typiquement ce qu'on appelle une courbe de charge, c'est-à-dire que ça correspond à nos besoins, voilà, qui dépend, qui varie un petit peu d'un pays à l'autre, évidemment, selon qu'on soit aux États-Unis ou dans les pays chauds, où on a besoin quand même d'électricité à midi, ou dans d'autres pays où finalement on a des besoins d'électricité davantage le soir qu'à midi. Cette courbe de charge est vraiment spécifique à certains endroits. Voilà. Mais globalement, on n'a aucune raison d'imaginer que la courbe de charge va correspondre exactement à la courbe d'ensoleillement. Ça ne se produit pas. Donc, si effectivement on a un recours très massif à l'énergie solaire sans imaginer des moyens notamment de stockage, eh bien on va se retrouver avec un surplus d'énergie. Voilà. Donc ça, c'est ce qui nous menace si on n'anticipe pas ce genre de problème. C'est-à-dire qu'on va installer des mètres carrés de panneaux photovoltaïques, et puis finalement, quand on aura la saturation à midi, on va être obligé de ne pas les utiliser. C'est-à-dire qu'on va dépenser un peu d'argent pour rien au final. Voilà. Alors on reviendra sur cette question-là et on verra quelles sont les solutions qu'on a essayé d'imaginer. La deuxième forme d'utilisation du rayonnement solaire qui est assez bien connue, c'est ce qu'on appelle les panneaux solaires thermiques, c'est-à-dire les chauffe-eau. Voilà. Donc on connaît ça depuis très longtemps. On sait que finalement on utilise ici l'ensemble du spectre. Donc c'est tout l'intérêt des chauffe-eau solaires, c'est très très efficace parce qu'ils récupèrent tous les photons, quelle que soit leur direction et quelle que soit leur longueur d'onde. Les panneaux photovoltaïques, je ne l'ai pas dit, mais ils font une grosse sélection sur la longueur d'onde et c'est ce qui explique la limitation en rendement. Voilà. Par contre, ils prennent les photons qui viennent de partout. Voilà. Donc c'est le rayonnement global, diffus plus direct. Donc ici, voilà, l'utilisation, c'est plutôt domestique. On commence à voir des installations de production de chaleur industrielle à basse température, de grande puissance avec ce type d'installation, mais ça reste encore un petit peu modeste. Et puis, il y a finalement le sujet de ce soir. Alors, le sujet de ce soir, c'est de se dire, finalement, quelle est l'alternative aux deux formes d'utilisation qu'on connaît de l'énergie solaire, le photovoltaïque et le solaire thermique à basse température. C'est ce qu'on appelle le solaire thermodynamique ou solaire à concentration. Alors là, quel est le principe ? Le principe, c'est de produire de la chaleur à très haute température en concentrant le rayonnement solaire et d'utiliser cette chaleur à très haute température comme source de chaleur pour entraîner un moteur par un cycle thermodynamique. Donc, le cycle thermodynamique le plus connu, c'est les turbines à vapeur. Ça, on connaît ça depuis des dizaines d'années. L'industrie maîtrise parfaitement. Voilà, toute la production électrique, si vous voulez, conventionnelle, qui utilise des brûleurs ou même les centrales nucléaires, utilise ce type de cycle. Là, toute la difficulté consiste à finalement alimenter avec de la chaleur d'origine solaire. Voilà. Et pour ça, on a besoin de hautes températures. Donc de haute température, ça veut dire au-dessus de 250-300 degrés, si possible 500, voire si on dépasse même les cycles à vapeur et qu'on travaille sur les turbines à gaz, on peut aller jusqu'à 1000 degrés. Voilà. Donc pour ça, on a besoin de concentrer le rayonnement. Alors c'est une vraie difficulté. D'abord, ça coûte cher de concentrer le rayonnement par rapport à le recevoir comme ça à plat sans bouger. Là, il faut mobiliser, etc., les structures. Donc c'est un vrai investissement. On a des problèmes à haute température. Donc à haute température, rien n'est simple. Voilà, les matériaux souffrent, on a de la corrosion, on a plein de problèmes qu'on rencontre. On peut avoir des pressions importantes si on travaille avec la vapeur directement dans le récepteur. Bref, on se complique la vie. Très clairement, on se complique la vie. Alors, pourquoi on fait tout ça ? Parce que finalement, la chaîne de conversion, on passe par la chaleur, et puis après un cycle thermodynamique, avec un rendement qui n'est pas fameux. Au final, pourquoi on fait ça par rapport au photovoltaïque qui est tellement simple, qui est direct ? C'est que finalement, l'intérêt de ça, c'est qu'on peut introduire du stockage. Voilà. C'est-à-dire que la chaleur, on sait stocker la chaleur. Autant on a du mal à stocker efficacement l'électricité. Aujourd'hui, en tout cas, on travaille vraiment à des solutions et j'espère qu'on va en trouver, mais ça reste quand même un problème majeur, alors que stocker la chaleur, ce n'est pas très compliqué. On a aujourd'hui des solutions qui sont éprouvées et qui marchent bien, on en reparlera. Donc là, finalement, on a un problème, une solution au problème qu'on avait tout à l'heure. Effectivement, si on récupère la chaleur solaire au moment où on a de l'ensoleillement, ça on n'y coupera pas, mais qu'on arrive à la stocker, on peut répartir après l'utilisation de cette chaleur au moment où on a besoin pour produire l'électricité. Alors comment on s'y prend ? Il y a les trois grands principaux systèmes, si vous voulez, donc à concentration, c'est les tours, les systèmes linéaires Fresnel et les cylindros paraboliques. Alors, ils ont en commun que finalement, ils utilisent le rayonnement direct. Ils ont en commun également qu'ils ont des structures mobiles, c'est des miroirs qui concentrent le rayonnement sur un... Alors, dans le cas ici des cylindros paraboliques ou des linéaires Fresnel, c'est sur un tube récepteur. Dans le cas des tours, c'est des miroirs individuels qui concentrent le rayonnement au sommet sur un récepteur central. Voilà. Et donc,
On produit la chaleur au niveau du récepteur ou des tubes ici, et ensuite cette chaleur est stockée ici par exemple dans des grands bacs de stockage. Alors ça peut être un bac, deux bacs, etc. Il y a plusieurs solutions qui sont à l'œuvre. Et ensuite, à la demande, on peut à ce moment-là extraire la chaleur ici stockée pour générer de la vapeur et de manière très conventionnelle produire l'électricité. Alors il y a un quatrième système qui est le système qu'on appelle Parabol Stirling, qui est un très très bon concentrateur ici, très efficace. C'est le concentrateur parfait, hein, la parabole qu'on oriente vers le soleil toute la journée. Voilà. Bon, il est pas développé aujourd'hui parce qu'en fait c'est un système qui est petit, qui permet pas de produire des grandes puissances. Et puis on a du mal à y intégrer un système de stockage. Voilà. Donc il n'est pas très très concurrentiel par rapport au photovoltaïque. Et donc aujourd'hui, le développement est à l'arrêt pour ce système-là. Alors, je reviens sur la problématique du stockage parce que c'est quand même le fond, finalement, de l'intérêt que ça représente. Alors, ce qu'on a représenté ici, ou essayé de représenter, finalement, c'est les diverses solutions qui s'offrent à nous. C'est-à-dire qu'avec la solution de stockage, on peut dimensionner l'installation pour répondre à une demande précise. Alors, la demande la plus commune, je dirais, c'est d'essayer d'étendre, de ce qu'on appelle de décaler la production. C'est-à-dire, au lieu de produire dès le matin ici et puis jusqu'à à peu près 16-17 heures, on décale la production vers le soir. Ça représente très fréquemment, finalement, la courbe de charge ou la demande électrique. Voilà. Donc là, vous voyez, voilà, on achète une turbine et puis ensuite on installe un système à concentration et au milieu, on place un système de stockage de taille moyenne. Très bien. Ça va être, je dirais, notre système de base. Après, on peut très bien imaginer deux directions. On peut imaginer produire 24 heures sur 24, c'est ce qu'on appelle la base. Voilà. Et on a prouvé que c'était possible de le faire. Donc si on a la même installation solaire, voilà, on a la même dimension, si vous voulez, c'est-à-dire que la même ressource captée pendant la journée, d'accord, on va finalement la distribuer tout au long de la journée de 0 à 24 heures, en diminuant la taille de la turbine, tout simplement. On remplit la même baignoire, mais on diminue finalement l'écoulement, en quelque sorte. On convertit l'énergie thermique, la chaleur qui a été produite pendant la journée, en électricité, mais avec toute petite puissance, ce qui fait qu'on l'étale sur toute la journée. Voilà. Et on arrive à produire 24 heures sur 24. On en a fait la démonstration il y a quelques années. Il y a une centrale solaire en Espagne qui tourne sur ce principe-là. Vous en verrez quelques images tout à l'heure. C'est tout à fait édifiant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a cette solution-là, on est complètement débarrassé du problème de l'intermittence. Alors ça a un vrai coût, hein, parce que ici, il faut se payer un gros système de stockage. Donc il faut être sûr de notre solution. Là, il faut avoir un système bon marché. Et puis il y a l'autre si vous voulez, objectif qui serait de produire quand l'électricité coûte très cher. Imaginez ici, c'est ce qu'on appelle la production de pointe. Quand tout le monde veut l'électricité, l'électricité coûte plus cher. On est dans un système d'économie libérale, appelons ça comme ça. Donc il y a une vraie concurrence. Quand il y a une très forte demande, finalement, l'électricité coûte plus cher. Si à ce moment-là, on peut fournir de l'électricité qui nous a demandé un gros coût d'investissement, c'est là qu'on la rentabilise le mieux. Voilà. Donc on y pense aujourd'hui. Il n'y a pas encore d'installation commerciale qui fonctionne sur ce principe-là. Mais là, l'idée, c'est finalement d'avoir la même, avec la même, si vous voulez, système de captation. Au lieu de répartir toute la journée, au contraire, on va viser un créneau horaire extrêmement réduit. Et pour ça, on a besoin aussi d'une grosse capacité de stockage, parce qu'on va passer notre temps finalement à le remplir. Et puis on va l'épuiser très rapidement avec une très grosse puissance. Donc on achète une grosse turbine qu'on fait marcher quelques heures dans la journée. Là, le risque économique est grand parce qu'on se ruine pour acheter une grosse turbine, et puis on la fait tourner quelques heures seulement. Voilà. Donc il faut vraiment que ça vaille le coup et qu'effectivement l'électricité soit beaucoup plus chère à ce niveau-là. Mais vous voyez qu'on a des solutions qui permettent finalement de s'adapter au marché également et de répondre à la demande du marché. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire qu'une production flexible permet de répondre finalement, de rendre des services également à l'exploitant du réseau. Quand il y a un appel de puissance, on appelle l'énergie hydraulique, on démarre une turbine à gaz en urgence. Les éoliennes ou le photovoltaïque, on n'en est pas maître. Si on a une réserve de chaleur et qu'on peut convertir en démarrant rapidement une turbine à condition qu'elle ne soit pas complètement froide, si on la fait tourner tous les jours, on peut démarrer rapidement une turbine à vapeur. Dans ce cas-là, on a également un service apporté au réseau. Et ça a une vraie valeur. Donc on va voir que les coûts sont encore exorbitants, enfin beaucoup plus chers que la concurrence, hein, que ce soit en conventionnel ou en renouvelable. Mais par contre, il y a une vraie valeur ajoutée. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans le domaine des centrales solaires à concentration ? Soyons clairs et francs,
quasiment rien. Voilà. On a 5 gigawatts installés dans le monde. Voilà. C'est rien du tout. On a 300 gigawatts de PV et on a vu dans les premières planches là, que finalement le solaire, ça représente très peu. Donc le solaire à concentration, c'est quantité négligeable, très clairement. Bon. Cela dit, si j'étais venu vous raconter la même histoire il y a 15 ans, c'était 350 mégawatts. Donc c'était encore pire. Donc de 350 mégawatts à un peu plus de 5 gigawatts, la progression a été quand même sensible sur ces 15 dernières années. Mais on est très très largement encore en dessous, je dirais, des courbes de croissance nécessaires, on le verra dans un instant, pour prétendre répondre et contribuer finalement au mix énergétique dans le monde. Alors en France, on n'en parle même pas, enfin on verra tout à l'heure, mais aujourd'hui c'est rien du tout. Alors où est-ce que ça se passe? Ça se passe essentiellement en Espagne, qui a été vraiment un pays exemplaire et moteur, voilà, à partir du début des années 2000. Aujourd'hui, pour des raisons, je dirais, stratégiques, politiques, il n'y a plus un mètre carré de centrale à concentration qui s'installe en Espagne. Les États-Unis, notamment avec tout le sud-ouest américain, qui a une ressource très très importante. L'Afrique du Nord, voilà, avec en particulier le Maroc. On viendra sur le cas du Maroc tout à l'heure, parce que là aussi c'est une situation très exemplaire. Voilà. Le Moyen-Orient, hein, donc Abu Dhabi, aujourd'hui à Dubaï, là, ils vont mettre 700 mégawatts en chantier bientôt. Donc 700 mégawatts sur 5 gigawatts, c'est quand même beaucoup. Voilà. Donc on fait des pas avec des gros incréments, on fait des très grands pas hein, quand on installe des centrales. Et puis il y a des marchés plus émergents, il y a la Chine, voilà, on en dira 2 mots tout à l'heure, l'Afrique du Sud et le Chili. Voilà. Alors il y a l'Australie. L'Australie, c'est le continent du soleil. Voilà, il fait vraiment la ressource est énorme. Voilà, il y a une population assez faible en Australie, qui est très fortement émettrice de CO2. Voilà. Mais la consommation ici locale n'est pas très très élevée. Par contre, l'Australie peut contribuer à alimenter tout l'extrême-orient ici, qui est assez dépourvu finalement de ressources solaires directes exploitables. Et donc il y a pas mal de projets ici de transport d'énergie à partir de l'Australie, mais pas forcément sous forme électrique, c'est sous forme plutôt de carburant ou d'hydrogène, donc on en parlera vers la fin. Voilà. Alors, un petit tour d'horizon de finalement ces installations là qu'on vient de voir sur la carte. Alors ça se passe aux États-Unis, hein, donc notamment il y a une centrale qui a été installée dans le désert de Californie, mais elle s'appelle Nevada Solar One, c'est à côté de Las Vegas, voilà, une ville assez démentielle qui consomme de l'énergie électrique de façon très abusive. Et on a construit donc au début des années 2000, en 2005-2006. Donc il y a une douzaine d'années, une centrale solaire voilà, de nouvelle génération, si j'ose dire, hein, cylindro-parabolique avec des matériaux, je dirais, bien évolués, bien travaillés. Et elle sert quand même aujourd'hui de référence pas mal aux États-Unis. Voilà. Donc ça représente 450 000 m². Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est assez agricole finalement, hein, qui a l'air comme ça d'être agricole. C'est des panneaux alignés, donc un peu comme le sont les panneaux photovoltaïques quand on est en plein champ. Et puis il y a une petite partie de l'espace qui est utilisée pour la production électrique. Voilà. Donc ici, on a une centrale de 64 mégawatts électriques. C'est des unités assez grosses. Alors, plus près de chez nous, en Espagne, on a une technologie analogue, hein, en cylindro-parabolique, cette fois-ci avec un assez gros stockage, là, ici, voilà. Donc la centrale est petite, hein, elle fait 50 mégawatts électriques, mais par contre, on a un champ solaire de 500 000 m². Donc 500 000 m², si on a 1 kW par mètre carré, ça fait 500 mégawatts thermiques qui arrivent sur la centrale. Alors mais 500 mégawatts, si on le convertit à 20%, on va dire, ça fait 100 mégawatts électriques. Donc si on n'en produit que 50, finalement il en reste pas mal pour le stockage. Et là on a une capacité de 7 heures de stockage. Voilà. Donc ça répond bien finalement à la demande espagnole, parce qu'en Espagne la courbe de charge est assez décalée vers le soir, et notamment jusqu'à vers 22-23 heures, on a des besoins électriques. Donc les centrales espagnoles comportent pour la plupart d'entre elles une capacité de stockage de plusieurs heures de façon à se décaler. Voilà. Et là ici le stockage utilise des sels fondus, c'est la technologie qui est la plus répandue et la plus fiable aujourd'hui. Voilà. Et économiquement, c'est assez acceptable. Voilà. La question qu'on se pose, c'est de savoir si on aura assez de sel fondu, si on imagine déployer cette technologie de manière très généralisée sur la planète, on risque d'avoir des problèmes d'approvisionnement en sel fondu. Voilà. C'est des carbonates de sodium et des nitrates de sodium, de potassium. Nitrate de potassium et nitrate de sodium.
Autre centrale donc en Australie, donc j'en parlais un petit moment, donc une centrale plus modeste hein, de 9 mégawatts thermiques, voilà, qui vient en appoint donc de production d'eau chaude, enfin d'appoint solaire si vous voulez, sur un cycle combiné. Voilà, c'est la centrale qui est à Lidl Power Station. Voilà, donc c'est un cycle Rankine vapeur, voilà, mais sur une centrale à charbon. Hein, c'est un gros cycle combiné charbon. Voilà. Donc on produit de la chaleur solaire à 270 degrés. En fait, on sert d'économiseur de charbon. La même technologie Fresnel, donc en Espagne, cette fois-ci sur une centrale purement solaire. Donc c'est au moins un générateur de vapeur ici, donc dans le sud de l'Espagne, à Puerto Herrado. Voilà, c'est à côté de Murcia. Voilà, donc c'est une belle réalisation de 30 mégawatts. Bon, le Fresnel linéaire, c'est une technologie que les industriels ont essayé de développer parce que c'est réputé bon marché. La France, d'ailleurs, les quelques industriels français qui travaillent dans le secteur du thermodynamique se sont lancés dans cette aventure. Le CEA en fait partie, hein, parce qu'ils ont travaillé, enfin, ils travaillent avec une société française qui s'appelle Alsolène, qui veut développer des systèmes comme ça pour viser le marché de l'Afrique du Nord. Voilà. Bon, c'est la seule techno qui est développée en France. Mais elle n'est pas très, très répandue au plan mondial. On n'arrive pas à convaincre finalement que c'est une techno efficace. Alors, les tours, c'est aujourd'hui ce qui tient la corde hein, comme technologie à cause de son efficacité démontrée, très clairement, efficacité optique, et puis donc du coup des températures plus élevées et un rendement finalement plus intéressant, bien que le coût d'investissement soit légèrement plus cher. Voilà. Mais au final, on se paye un peu plus cher l'investissement, mais on gagne tellement en rendement que économiquement, c'est ce qui est aujourd'hui optimal comme technologie. Voilà. Donc il y a les tours, je dirais, commerciales historiques, c'est les tours qui sont en Espagne, donc dans le sud de l'Espagne, à côté de Séville. Voilà, une de 10 MW électrique et une de 20 MW électrique. Voilà, donc un petit peu au sud de Séville. Elles fonctionnent avec génération directe de vapeur, donc ce n'est pas les technos les plus performantes. Aujourd'hui, on est plutôt sur des tours à sel fondu. Alors l'exemple que je vous disais tout à l'heure, donc en tour à sel fondu qui fonctionne 24 heures sur 24, au moins 3 mois dans l'année, en été, c'est Gema Solar, voilà, qui se trouve entre Séville et Cordoue, en Andalousie. Alors c'est une centrale qui est très grande, hein, 300 000 m² de verre installé, de miroirs installés, mais elle ne produit que 20 MW en puissance. Voilà. Donc c'est plutôt l'exemple qu'on a montré, hein, c'est une petite turbine finalement qui est alimentée par 2 énormes réservoirs de stockage ici au pied de la tour. Voilà. Et en fait, les exploitants passent leur temps finalement à remplir le stockage avec la chaleur solaire qui est produite pendant la journée. Voilà. On voyait ici, hein, c'est 5500 heures. Hein. 5500 heures. Donc, pour ceux d'entre vous qui sont un peu familiers avec ça, on a 8600 heures par an. Hein, voilà, c'est la durée de l'année. C'est 8600 heures. Une éolienne ou un système photovoltaïque sans stockage, ça produit à peu près pendant, selon les endroits, ça peut être 2000 heures, un peu moins quelquefois en France, ça peut être jusqu'à 2300, rarement plus que 2500 heures par an. Ici, on dépasse 5000 heures. C'est-à-dire qu'on est déjà sur de la production dite de semi-base. Aux États-Unis, on retourne dans la région de Las Vegas, un petit peu plus loin cette fois-ci. On a des énormes centrales ici, 3 fois 130 MW. Donc là, on commence à être vraiment très très puissant. Hein. Ça fait un ensemble qui fait 300, presque 400 MW installés, voilà, au même endroit, voilà, avec 3 tours à génération directe de vapeur, mais à vapeur surchauffée. Donc là, ici, on produit de la vapeur à 550 degrés. Donc on a un bon cycle thermodynamique derrière. Regardez un petit peu les chiffres ici, 180 000 héliostats. Bon, si on divise par 3, parce qu'il y a 3 centrales, ça fait 60 000 héliostats par centrale. 60 000 miroirs par centrale. C'est très, très impressionnant. Moi, j'ai visité ces centrales-là. Je peux vous dire que c'est tout à fait bluffant d'imaginer qu'on arrive à piloter individuellement 60 000 héliostats. Voilà. C'est une vraie prouesse. Alors, si vous voulez, ce que ça veut dire, en fait, cette aventure-là, cette histoire-là, c'est qu'aujourd'hui, on a des technologies numériques qui viennent finalement au secours des renouvelables, et on en a l'illustration, là, très clairement.
Voilà, on sait faire ça maintenant parce qu'on a des moyens informatiques qu'on n'avait pas il y a 30 ou 40 ans quand on a commencé l'aventure du solaire à concentration. On n'aurait pas été capable de piloter efficacement et de savoir qui fonctionne pas bien, de les régler individuellement. Aujourd'hui, on sait faire ça. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'on peut diminuer la taille des miroirs et être plus efficace du point de vue optique. On reste aux États-Unis, une autre centrale aussi très impressionnante, 10 000 héliostats, voilà, bon, beaucoup plus grand cela, mais c'est une centrale très très puissante. Hein. Ici, on a 110 MW voilà, en sel fondu, avec également donc, un gros facteur de charge, hein, 4500 heures de fonctionnement, voilà, avec un stockage de 10 heures. Donc vous voyez que vraiment là, on est dans des réalisations de forte puissance et avec de la flexibilité. Alors, on revient un petit peu à finalement d'où est-ce qu'on est parti et vers où on se dirige. Alors on est parti de manière très modeste, hein, donc je vous ai dit au début des années 2000 on avait 350 mégawatts, donc rien installé. En 2012 on en était à 1,4 gigawatts, c'était encore très faible, très bien, avec une production électrique donc associée, hein, il faut regarder entre la puissance et finalement l'énergie produite, c'est cette colonne-là qui nous intéresse. Nous on consomme de l'énergie, on ne consomme pas de la puissance. Hein. Donc si on a une installation qui fait quelques gigawatts mais qui ne tourne pas, elle produit zéro, bon, évidemment, ça ne compte pas. Donc ce qu'il faut, c'est savoir quelle finalement énergie on tire d'une installation. Les prévisions de l'Agence internationale de l'énergie, ici, en 2017, c'était d'arriver à 11 gigawatts. Bon, bah, on n'y est pas, hein, très clairement, on n'y est pas. Voilà, on est à 5, donc on est 2 fois trop faible, si j'ose dire. Alors, c'est inquiétant, indiscutablement, parce que finalement, on avait prévu des scénarios assez optimistes ici, hein, en 2035, donc 250 gigawatts installés, dans un scénario à 450 ppm, rappelez-vous, hein, c'est ça notre objectif. D'accord ? 2050 ici, plus de 1100 gigawatts, donc là ça commence à être sérieux, voilà, dans un scénario, alors ce qu'on appelle le high renewable, ça veut dire qu'on met beaucoup d'énergie renouvelable dans notre mix, d'accord, à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, on est à moins de 20%. Là, l'idée, c'est d'arriver jusqu'à 40%. Voilà. Et puis, il y a un scénario qui est assez intéressant, c'est pratiquement de la même période ici, c'est d'avoir beaucoup plus, finalement, de puissance installée, mais cette fois-ci avec une politique énergétique très différente qui consiste à, finalement, électrifier beaucoup plus notre mode de consommation. Alors, 1100, essayons de retenir ce chiffre-là, un peu plus de 1000 gigawatts en 2050, on verra ce que ça a comme conséquence. Ici, si on regarde en 2050, justement, si on retrouve nos 1000 gigawatts installés, finalement, on pourra produire à peu près 4500, 5000 TWh, c'est-à-dire la moitié de ce qui sera produit par le solaire. Hein. Le solaire représentant ici, ça c'est le concentré, ça c'est le photovoltaïque, représentant à peu près à part égale ici, environ un quart des besoins renouvelables. Voilà. Les besoins renouvelables, ils sont couverts essentiellement par l'hydraulique, si on va faire ce genre de scénario. De l'éolien, très clairement, ça va continuer à se développer. C'est tellement bon marché, on n'a pas de raison de s'en priver. Du photovoltaïque, pour les mêmes raisons. Voilà, c'est très bon marché et on va continuer à installer du photovoltaïque. Mais comme je le disais tout à l'heure, on aura besoin de flexible, forcément. Sinon, on va saturer la pointe au milieu de la journée avec le solaire photovoltaïque et finalement, on ne s'en sortira pas. On aura toujours besoin de fossiles pour de l'électricité le matin et le soir. Donc le solaire concentré, c'est aujourd'hui la seule solution en solaire qu'on a à notre disposition. Voilà. Alors, les industriels disent qu'ils sont prêts. Hein, là, c'est le groupement, si vous voulez, industriel européen hein, qui fait ces scénarios et qui dit oui, nous on est capable. Une centrale solaire, finalement, c'est pas grand-chose. Hein, c'est du verre, de l'acier et du béton. C'est des choses qu'on maîtrise de manière industrielle. Voilà, il n'y a pas des matériaux très exotiques, finalement, à développer. Hein. Donc, voilà, après, c'est des échangeurs de chaleur, des choses que, finalement, on sait faire dans l'industrie. Bon, il faut travailler un petit peu sur les fluides. Hein. On a parlé de sel fondu. Bon, mais après, on a parlé de quoi? De haute vapeur, des choses qui sont finalement assez conventionnelles également. Donc, si vous voulez, c'est beaucoup d'ingénierie, mais
mais pas des choses forcément extrêmement nouvelles. Alors, un petit peu dans le cas des centrales à tours avec les miroirs, parce que ça, on ne le partage pas avec d'autres industries, mais sinon, le reste, c'est assez simple. Le système linéaire, que ce soit en Fresnel ou en cylindro parabolique, on a un mouvement de rotation qui est toujours le même, on suit la course du Soleil. Tout ça n'est finalement pas très compliqué. On attend des diminutions. Alors, on est dans des coûts. Aujourd'hui, on est encore largement aux alentours de 20 centimes d'euros le kilowattheure. Bon, on est 4-5 fois plus cher que la concurrence, indiscutablement. Donc, économiquement, ça ne tient pas la route si on n'a pas de subvention, si voilà, on n'est pas suffisamment bon marché pour être concurrentiel. Donc finalement, on installe du solaire concentré là où il y a une politique, si vous voulez, volontariste de la part des autorités publiques qui finalement font des contrats bénéficiaires, enfin privilégiés pour les promoteurs de ce type d'énergie. Les industriels nous disent, bon, finalement, on va bénéficier des effets de volume. C'est-à-dire qu'à 5 gigawatts, bon, on n'est pas très, très performant. Par contre, si on arrive à 30 gigawatts ici, 10, 30 gigawatts, là, du fait simplement de la fabrication en série d'un certain nombre de composants, ben on gagne comme dans tous les domaines industriels. Si on fabrique beaucoup de composants, le prix individuel de chaque composant va diminuer. Et c'est un des moyens qui vont permettre finalement de faire baisser les coûts. L'autre, évidemment, c'est de bien surveiller où on s'installe. DNI ici, c'est Direct Normal Irradiation, c'est-à-dire c'est le climat. Voilà. Si on va dans un climat où on a finalement un ensoleillement qui est à 2200 kWh par mètre carré par an, bon, ça, c'est ce qu'on a dans le sud de la France. On restera un petit peu cher longtemps. Si on va dans des meilleurs climats, 2600, ça, c'est ce qu'on a en Afrique du Nord. J'ai cité le cas de l'Australie, le sud-ouest américain. Le Chili, on est à plus de 3000. Dans le nord du Chili, on le verra. Là, effectivement, on est, pour la même technologie, on est nettement en dessous en termes de coût. Voilà. J'ai marqué ici 10 centimes d'euros le kilowattheure. Ça, c'est une frontière finalement qui est reconnue comme une frontière intéressante pour ce qui est de la concurrence. On va le voir. Alors, si on regarde ce que dit l'Agence internationale de l'énergie, on n'est pas obligé de croire les industriels, mais si on va voir d'autres organismes, si vous voulez, qui produisent des scénarios, mais disent la même chose. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Voilà. En se fondant sur finalement l'analyse des évolutions techniques, finalement, on arrive à peu près au même type d'évolution. Donc, on part autour de 20 centimes d'euros et puis on passe en dessous de 10 centimes d'euros. Alors, vous voyez, c'est pour demain. C'est entre 2020 et 2025. Voilà. Aujourd'hui, je citais le cas de Dubaï tout à l'heure. Il y a 700 mégawatts. Ils sont à 7,5, 7,8 centimes d'euros le kilowattheure. Ils ont négocié ce prix-là. Ça veut dire qu'ils s'engagent à produire à ce prix-là. On est déjà en dessous de 10 centimes d'euros pour certains cas particuliers. Bon, eux, c'est des moyens de financement un petit peu particuliers. Voilà. Aux États-Unis ou au Chili, on est à peu près aux alentours déjà aujourd'hui à 10 centimes d'euros. Voilà. Quand on a vraiment un climat intéressant. En Espagne, on est au-dessus. Voilà. Très clairement, on est au-dessus. Et dans le sud de la France, on est largement au-dessus. Voilà. Alors, je disais 10 centimes d'euros, voilà. On est déjà concurrent pour la pointe et la demi-pointe. Aujourd'hui, les moyens de production électrique de pointe, même en fossile, c'est des turbines à gaz, c'est des choses comme ça, et ça coûte déjà à peu près ce prix-là. Les 4-5 centimes, il faut aller chercher le nucléaire ou des centrales extrêmement grandes. Le charbon, par exemple, c'est pas cher. Voilà. Mais bon, c'est pas ce qui fait la pointe et la demi-pointe. Voilà. La base, aux alentours de 5 centimes, en solaire à concentration, c'est après 2030. Alors, maintenant, il y a une vraie question. Donc, on est toujours dans la problématique, finalement, un petit peu concurrentielle. Solaire photovoltaïque et solaire à concentration. Alors, est-ce qu'il y a vraiment un vainqueur ? Bon, moi, je suis persuadé que non, parce qu'en fait, on ne remplit pas le même service. Ça, j'espère vous avoir un peu essayé de vous avoir convaincu de ça. Si on regarde simplement les critères économiques, c'est-à-dire le prix au kilowattheure, parce que finalement, il y a des gens qui vous disent oui, on va regarder le prix au kilowattheure, c'est ça, finalement, qui est intéressant. Eh bien, si on regarde le prix au kilowattheure, il faut être très honnête. Donc, si on veut comparer les technologies, il faut vraiment comparer ce qui est comparable, et notamment comparer du solaire à concentration avec du stockage, puisque ça existe. On l'a vu, voilà, c'est aujourd'hui à l'œuvre, et pratiquement toutes les centrales qui sont en construction comportent du stockage aux alentours de quelques heures, donc c'est 5-6 heures, typiquement. Voilà. Et puis il faut comparer ça avec du photovoltaïque et l'équivalent de stockage en batterie, pour fournir le même service. Et alors là, ça change complètement. Parce que les batteries, elles ont un coût individuel, c'est le composant qui dure le moins longtemps,
Voilà. Aujourd'hui, on est à peu près aux alentours de 7-8 ans. Bon, il y a des travaux qui conduisent à 10 ans, 15 ans. On améliore les batteries chaque année, et tant mieux. Voilà. Mais ça reste quand même quelque chose qu'il faudra changer assez vite, finalement, dans l'installation. Et puis, on perd du rendement. Voilà, le rendement d'une batterie électrochimique, c'est pas fameux. Et donc, tout ça contribue finalement à augmenter le coût. Quand on perd du rendement, c'est-à-dire que pour produire la même quantité d'énergie, il faut installer plus de mètres carrés et donc faire une installation plus grande, donc qui va coûter plus cher. Donc finalement, si on veut vraiment être honnête, on fait cette comparaison. Et là, c'est un gros labo américain qui travaille sur les énergies renouvelables qui a fait ce travail-là. Donc je vous recommande la lecture de ce genre de rapport ici, c'est assez édifiant. Et finalement, les scénarios et les prévisions qu'ils ont, c'est que le prix des batteries électrochimiques dans les 20 prochaines années, on aura du mal à tomber en dessous de à peu près $300 le kilowattheure. C'est-à-dire qu'on est 10 fois plus cher que le stockage thermique, largement. Et encore même beaucoup plus, ouais, on va dire 10 fois plus cher. Donc ce qui fait que ça ramène après le coût du kilowattheure produit en électricité à des coûts beaucoup plus chers. C'est-à-dire que là, ici, le photovoltaïque avec des batteries qui durent que 10 ans, vous voyez qu'on remonte au-dessus de 15 centimes d'euros le kilowattheure. Voilà. Donc aujourd'hui, on n'en installe quasiment pas. Les grandes centrales photovoltaïques fonctionnent au fil du soleil. Elles ne sont pas équipées de systèmes de stockage massifs. Le stockage, on le réserve quand on ne peut pas s'en passer, dans les véhicules notamment pour le transport. Quand on veut faire du transport électrique, on est bien obligé d'emporter une batterie. Voilà. Mais quand on fait de la production sur réseau, on se garde bien de faire du stockage. Et on ne peut pas attendre dans les 20 prochaines années d'évolution, si vous voulez, suffisamment de réduction du coût du stockage suffisante pour finalement vraiment apporter le morceau. Et donc on s'aperçoit que dans 20 ans, on restera un petit peu plus cher. Bon, alors là, après, on pourra toujours se battre sur les marges d'erreur, etc. Mais disons qu'on n'a pas un vainqueur très clair, quoi. Voilà. Alors, on va en venir, on a vu un petit peu ce qui se passait sur le plan commercial, on va en venir sur les recherches. Je vais essayer d'aller assez vite là-dessus, mais bon, qu'est-ce qu'on fait dans le monde pour essayer de développer ces technologies? Alors, la première remarque, c'est un petit monde. Il y a très peu de gens, finalement. La communauté scientifique, si vous voulez, du solaire à concentration, elle est extrêmement réduite. Voilà. C'est une douzaine de centres de recherche dans le monde. Voilà. Assez bien répartis, on en retrouve ici à peu près dans toute l'Europe, aux États-Unis évidemment, en Australie, voilà, en Asie ici, donc on a un centre de recherche en Chine, très bien, en Corée également, et puis plus récemment donc un centre de recherche ici dans les pays du Golfe. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait? On travaille sur tous les composants, en essayant finalement de gagner, de gratter, soit à augmenter les performances à coût égal, soit essayer de faire baisser les coûts. Voilà. Il n'y a pas trop d'alternatives à ça. Si on veut gagner en coût de production, il faut essayer d'être plus efficace à coût constant ou de trouver des matériaux et des solutions meilleur marché. Donc on travaille sur les matériaux réfléchissants. Alors bon, pour essayer de se débarrasser du verre et de l'argenture, ça va être compliqué, mais on travaille pas mal sur des verres très transparents, de plus en plus minces, parce que finalement l'épaisseur de verre qui est traversée par le rayonnement avant d'atteindre l'argenture et de repartir vers la chaudière, c'est là où on perd un petit peu. Donc on essaie d'augmenter la réflectivité des matériaux. On travaille sur des revêtements protecteurs également. Donc revêtement protecteur, c'est essayer d'éviter les problèmes de corrosion, les problèmes de vieillissement. Finalement, on est dans des structures qui restent à l'extérieur, là. Donc au bout de 20 ans, 25 ans, on a quand même pas mal de corrosion qui peuvent se mettre en place. Donc on travaille pas mal là-dessus. Sur les mécanismes et motorisations, ça c'est des éléments assez chers. Vous avez vu, 60 000 héliostats pour une centrale de 100 MW, ça veut dire 60 000 systèmes motorisés avec la transmission. Donc si on arrive à faire baisser le coût de chaque individu, on est tout à fait gagnant. Voilà. Donc là, il faut vraiment se poser la question de mécanismes et motorisation très bon marché. Et puis des nouveaux dispositifs optiques. Essayez par exemple de mutualiser un petit peu la chaleur, dans le cas des tours notamment qui sont des systèmes centralisés, d'essayer de mutualiser la chaleur et d'avoir des tours plutôt plus petites, c'est-à-dire plus efficaces optiquement, et de mutualiser la chaleur, ça peut être des solutions tout à fait intéressantes pour l'avenir. Ça, c'est que des vues d'artistes, il n'y a pas de réalisation comme ça. Mais moi, quand je fais des enseignements au niveau des étudiants, je leur dis toujours, mais on sort de la préhistoire. Voilà. C'est une histoire très très récente, elle a 20 ans, 30 ans.
Ce qu'on voit aujourd'hui, les centrales qu'on a à l'œuvre, c'est le produit finalement des travaux de recherche qui ont été initiés il y a à peu près une trentaine d'années. Donc c'est encore très très récent. Voilà. Là, l'imagination est au pouvoir et probablement que des solutions, si vous voulez, beaucoup plus optimales que celles qu'on met en œuvre aujourd'hui seront utilisées. Ça existe déjà. Alors au niveau du concept unitaire, on n'a pas encore de grandes centrales comme ça, mais voilà, des centrales de ce type-là, on en a ici. C'est-à-dire qu'on fait un module assez standard. Vous voyez, c'est toujours le même. L'industrie aime bien les standards. Hein. Voilà, si on aime bien fabriquer toujours la même chose. Voilà, quand on sait le faire, on le reproduit partout dans le monde. C'est très facile, plutôt que d'inventer à chaque fois quelque chose de nouveau. Et puis après, si on veut de la puissance, on en achète plusieurs, tout simplement. On travaille pas mal au niveau des récepteurs. Voilà, ça, c'est l'élément le plus chaud, finalement, de la centrale. Hein. C'est là où on va produire de la chaleur à 300, 400, 500, 800 degrés. Aujourd'hui, on fait du 800 degrés dans notre laboratoire. Bon, je vous l'ai dit, les matériaux haute température, c'est pas très simple. On est aux limites d'utilisation de la plupart des aciers courants, donc il faut aller rechercher des aciers très spécifiques, passer aux matériaux céramiques quand on veut monter au-dessus de 1000 degrés. Bon, il y a une véritable, si vous voulez, course à l'armement en termes de matériaux, et je vous le rappelle, il faut rester dans des coûts raisonnables. Donc on est toujours sur des compromis performance-coût. Des revêtements, alors là, pour le coup, ce sont des revêtements sélectifs ou anti-réflecteurs. Sélectifs, pourquoi? Parce que finalement, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'être absorbant dans le domaine du solaire et d'être peu émissif pour avoir peu de pertes thermiques. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle la sélectivité spectrale, c'est-à-dire qu'on cherche à avoir des matériaux. Alors vous en avez un exemple ici, là, c'est un petit peu violacé. En fait, c'est du molybdène qui fait cette teinte-là. Voilà, c'est des matériaux qui sont ce qu'on appelle sélectifs. Voilà. Absorbants dans le domaine du visible, là où on a beaucoup d'énergie solaire, et peu émissifs à des températures de 400, 500 degrés, voilà, de façon à conserver la chaleur et à la transmettre au fluide plutôt qu'à chauffer l'atmosphère. Voilà. On travaille sur des concepts de récepteurs assez nouveaux. Donc, vous voyez, voilà, ici, un récepteur solaire en haut d'une tour, c'est quelquefois des engins qui ont l'air de ressembler à des satellites plus qu'à des chaudières conventionnelles. Tout à fait. Le stockage. Donc le stockage, on a des solutions. Donc les cuves de stockage que vous avez ici, c'est les cuves à sel fondu. Donc ça, c'est des énormes. C'est d'une technologie qui est un petit peu comparable à ce qu'on fait pour le stockage d'hydrocarbures. C'est à peu près les mêmes dimensions, voilà, que les grandes cuves de pétrole des raffineries. Donc ça, on sait faire, on sait bien les isoler. Vous voyez ici l'isolation au sol, puis après on met de l'isolation extérieure évidemment. Ça marche bien dans le cas des sels fondus. Voilà. Donc c'est aujourd'hui la référence. Et puis on cherche des solutions nouvelles. Des solutions nouvelles, c'est on travaille sur le béton. Le béton, c'est particulièrement bon marché. Et puis, on sait le faire partout dans le monde. Voilà. Donc, ça, c'est très intéressant. Donc là, il y a quelques entreprises maintenant qui produisent des modules de stockage sur béton, en faisant parcourir des tubes à l'intérieur. Alors, c'est pas très simple, parce que le béton, on l'utilise pour la construction, mais c'est à des températures tout à fait proches de l'ambiante, on va dire. Quand on veut stocker dans du béton à 400 ou 500 degrés, le béton souffre. Donc, c'est pas n'importe quel béton. Et puis, on a des problèmes d'interface avec les tubes qui passent à l'intérieur. Je vous passe un peu les détails techniques, mais voilà, ça ne se fait pas, je dirais, si facilement que ça. Donc, il faut vraiment faire des travaux là-dessus. Puis on cherche des fluides aussi caloporteurs de nouvelle génération pour essayer de remplacer les sels fondus qui sont limités en température à 600, 550 degrés à peu près. Donc si on veut aller plus haut en température, il faut changer de fluide. Et dans ce cas-là, essayer de trouver d'autres fluides. Alors on travaille pas mal sur les gaz. Mais on a aujourd'hui des recherches sur notamment les solides divisés, les particules, qui sont assez prometteuses. Alors, pour finir, on va faire un petit tour d'horizon de finalement où on se dirige pour l'avenir. Et puis, qu'est-ce qui est intéressant à regarder? Alors, moi, j'ai pris le Maroc ici parce que c'est tout à fait exemplaire ce qui se passe au Maroc. Il y a un plan solaire marocain qui a été mis en place il y a une dizaine d'années, très ambitieux. Voilà, il prévoit 2000 mégawatts en solaire en 2020. Ça représentera 14% de la puissance totale installée, donc ça, c'est énorme. Et 42% du mix énergétique qui seront couverts par des renouvelables. C'est vraiment très ambitieux et ils font ce qu'ils disent. Voilà. Donc c'est pas toujours que les politiques font ce qu'ils disent, mais au Maroc ils mettent en œuvre. Ils mettent en œuvre. Alors ils ont commencé à le faire. Alors c'est le programme Nour. Nour, ça veut dire soleil en arabe. Et ils ont commencé à le faire dans le désert ici à Ouarzazate, où ils ont une plateforme. Alors bon, vous en avez peut-être entendu parler parce qu'on a eu Ségolène Royal qui avait inauguré la première des centrales ici. Cylindro-parabolique, là, les 160 mégawatts de Nour 1, il y a quelques années. Et puis là, la tour, maintenant, elle est construite. Voilà, donc ça, c'est bon. Nour 3, là, 150 mégawatts. Et puis celle-là, elle est en construction. Voilà. Donc ça marche. Et puis il y a d'autres sites qui ont été identifiés et sur lesquels les marchés sont en cours.
Voilà. Donc le Maroc est tout à fait à la pointe. Alors c'est un pays vraiment très ensoleillé, évidemment, voilà, qui n'a pas trop de ressources d'hydrocarbures. Donc pour un pays d'Afrique du Nord, c'est pas du tout comme son voisin l'Algérie. Hein. Eux, ils sont très dépendants finalement des importations pour les hydrocarbures, donc ils sont très intéressés par les renouvelables. Alors ils ont une côte bien alimentée ici en éolien, donc ils utilisent beaucoup l'éolien également, mais ils misent beaucoup sur le solaire. Le Chili, alors ça c'est plus récent. Voilà, le Chili c'est très connu parce que c'est la ressource solaire la plus élevée du monde. Alors ici vous voyez peut-être pas très bien, c'est pas très clair ici, mais c'est plus de 3000 kWh par mètre carré et par an. Voilà. En Espagne on est à 2000 à peu près. Hein. Donc là on est à 3000 kWh par mètre carré et par an. C'est énorme. Voilà. Hein, c'est plutôt dans la partie nord du Chili ici, les hauts plateaux hein, de l'Atacama. Donc c'est connu pour les observatoires, etc. d'astrophysique ou d'astronomie. Et également c'est un pays minier. C'est un pays minier. C'est justement là qu'on produit les fameux sels qui servent aussi de sel fondu. Alors, en fait, les sels, ils sont produits comme engrais. Hein, les nitrates de sodium et les nitrates de potassium, c'est de l'engrais. Voilà, à l'état solide. Voilà. Donc, c'est le premier producteur au monde. Ils ont quasiment un monopole là-dessus. Voilà. Ça a fait la fortune de quelques familles chiliennes, bien connues. Pour d'autres raisons. Mais en fait, ils continuent à produire ces sels-là et ils sont très intéressés pour utiliser la formidable ressource solaire pour alimenter non seulement leur réseau électrique, bon, qui n'est pas simple hein, parce qu'ils ont un réseau très, très étendu ici, hein, ça c'est plus de 3000 km là, mais également les mines qui sont un peu perdues dans la montagne et qui ont besoin de ressources énergétiques importantes. Donc il y a une centrale qui est en construction, que je suis allé visiter récemment, hein, une énorme tour, 110 MW, voilà, à sel fondu, en plein désert de l'Atacama, dans le pays minier. Voilà. Et le gouvernement chilien a aussi une politique assez agressive pour continuer. La Chine, il faut toujours regarder ce qui se passe en Chine. Voilà. Si on veut essayer d'avoir un peu une vision claire de quoi l'avenir sera fait, on ne peut pas éviter de regarder ce qui se passe en Chine, très clairement. Ils sont tellement nombreux qu'une décision politique prise en Chine, elle a une répercussion mondiale, pas instantanée, mais très sensible, quoi. Nous, on fait notre transition énergétique avec plus ou moins d'intensité et de bonheur, on va dire. On ne va pas changer le monde. On peut être exemplaire, mais très clairement, le poids, si vous voulez, de 60 millions de Français par rapport à la population chinoise, et on ne fait pas le poids, quoi. Voilà. Donc il faut quand même regarder ce qui se passe en Chine. Alors, la Chine est en marche, très très clairement. Alors ils ont un petit centre de recherche ici, là, à côté de Pékin, très bien. Bon, ils commencent à travailler un petit peu là-dessus. Mais enfin, ils ont commencé déjà depuis quelques années. Mais il y a une vraie industrie. Les Chinois sont des gens qui regardent vraiment les technologies nouvelles avec beaucoup d'intérêt. Et ils ont commencé à se doter d'une industrie qui produit des composants. Je vous disais que on maîtrise hein, voilà, le verre, l'acier, le béton. Bon, ben, les Chinois ont bien compris ça. Et ils ont dit, voilà, il y a un marché à prendre. Et ils ont commencé à faire ça. Et ils se sont dotés, au niveau gouvernemental, d'un plan solaire extrêmement ambitieux. 5 gigawatts, c'est-à-dire l'équivalent de la puissance mondiale installée aujourd'hui. Voilà. En 2025, c'est demain. C'est demain. Alors, dès les premières années, ils ont prévu 1,35 gigawatts, 20 projets. Alors, sur ces 20 projets, bon, vous voyez ici, là, pas mal de tours, cylindres paraboliques qui font feu de tout bois. Ils vont dans toutes les directions. Sur ces 20 projets, bon, tous ne sont pas encore lancés. Hein, donc, je pense qu'ils n'y seront pas au rendez-vous ici en 2019. Hein, ça, c'est clair. Mais bon, une fois que ça démarre, ça va aller assez vite. On peut faire confiance aux Chinois pour ça. Voilà. Alors bon, la Chine, c'est un pays un peu particulier. Hein. La ressource, elle est ici, là, bon, les hauts plateaux tibétains, la partie centrale de la Chine, et puis les grandes villes ici, Shanghai, Pékin, eux, ils sont pas du tout bien servis en énergie solaire directe. Hein. Donc voilà, il faudra alimenter d'abord le marché ici des grandes villes du centre de la Chine, avant d'imaginer d'avoir de l'énergie électrique solaire thermodynamique pour les villes de la côte. Alors que fait la France ? Que fait la France? Alors bon, bah nous, on a notre ressource qui est vraiment concentrée ici, dans un endroit où soit il y a des montagnes, soit il y a du terrain hors de prix, parce qu'on construit des hôtels pour accueillir les touristes. Et donc on n'a pas des prix, si vous voulez, suffisamment bas pour vraiment, on n'a pas un foncier, je dirais, accessible pour faire de l'énergie électrique. Donc c'est pas vraiment très très réjouissant. Et clairement, le solaire thermodynamique n'est pas une option pour le mix énergétique en France. Ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Voilà, moi, j'en suis convaincu. C'est mon métier depuis plus de 30 ans. Et voilà, ce n'est pas une option. Par contre, c'est une vraie opportunité industrielle. Voilà. C'est-à-dire, si l'industrie française
se met à produire des composants et fabriquer des centrales parce qu'on sait faire des centrales électriques. On a des bons ingénieurs pour ça. Et il n'y a aucune raison qu'on n'aille pas vendre de la technologie française à l'étranger. Voilà. Donc c'est tout à fait ça qui est en jeu. Mais par contre, l'énergie électrique en France, non, on fera du photovoltaïque, on fera du solaire thermique pour chauffer les maisons, ça on n'en fait pas assez, il faudra en faire plus. Mais du solaire thermodynamique, bon là on a annoncé 100 mégawatts, je ne suis pas certain qu'on arrive à les faire un jour. Ce serait bien, bon voilà, à petit coup, hein, là on est en train de construire une centrale de 9 mégawatts chez nous, très bien. À Cadarache, il y a une petite démonstration de quelques centaines de kilowatts. Bon, ça reste très modeste. On peut faire de la bonne démo, mais les marchés, on le sait, sont à l'export. Alors bon, il y a des politiques ambitieuses, hein, je ne vous passe pas le détail, je vous renvoie ici au livre blanc des énergies renouvelables qui a été publié l'année dernière. Voilà. Bon, tout ça est, je dirais, part d'une bonne volonté, mais bon, on n'a pas pour l'instant encore une industrie qui a vraiment pris le relais. Alors, on a une centrale en construction, donc la photo date d'hier, vous voyez, donc j'ai pris la photo hier, c'est à côté de chez moi, hein, donc c'est facile pour moi. Voilà, 9 mégawatts en construction, du linéaire Fresnel, c'est la société CNIM, donc c'est Sun CNIM en fait qui a été créée, c'est la branche solaire de CNIM, voilà, qui va finir de la construire cette année, elle sera mise en service probablement au début de l'année prochaine. Voilà, donc ça, bon, c'est quand même intéressant, hein, parce que ça fait une première réalisation notable, on va dire. Voilà. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la recherche en France? Il y a 2 organismes qui travaillent là-dessus, essentiellement. Le CEA, avec le laboratoire LITEN, donc le laboratoire de technologie des énergies nouvelles, voilà, installé à Grenoble, à Chambéry, puis également pas très loin d'ici à Cadarache, il y a la petite démonstration. Vous avez une image ici de ce qui se passe à Cadarache. Très bien, dans le domaine donc, du Fresnel linéaire. Voilà, ils sont associés à Alsolène, donc, qui est l'industriel, si vous voulez, qui a commandé les travaux au CEA. Donc, le CEA travaille également beaucoup sur le stockage et sur le vieillissement des matériaux. Voilà. Bon, le CEA a des compétences très claires dans tous les domaines qui concernent finalement les hautes températures. Et c'est très bien que le CEA soit très actif dans le domaine du solaire thermodynamique. Et puis il y a le CNRS, au travers de mon laboratoire. Voilà, on a de manière historique, si vous voulez, un savoir-faire dans ce domaine-là, sur les très hautes températures. Donc on exploite le grand four solaire ici, puis vous allez voir aussi la centrale à Tours. Donc voilà, nos installations ici, donc on a le grand four solaire, une petite parabole Stirling ici de 50 mètres carrés, des petites installations solaires à très haute concentration qui permettent de faire des travaux à petite échelle sur des très hautes températures et des procédés tout à fait nouveaux. Plus récemment, on s'est doté d'un système d'une boucle cylindro-parabolique de 150 kW thermique, donc très, très petite, mais on fait pas mal de travaux sur le stockage, notamment, associé ici. Et puis, on a repris pied, depuis une dizaine d'années, sur le site de Thémis, qui est à peu près à 10 km de Font-Romeu. Donc, c'est l'ancienne centrale à Tours à sel fondu, hein, des années 80, voilà, qui est toujours existante et puis qui fonctionne. Voilà, enfin, du moins qu'on a pas mal rénové, mais qu'on a remis en service, hein, au niveau des héliostats, la moitié des héliostats ici. Et on fait des travaux de recherche sur des technologies nouvelles de centrales à Tours. Alors, on fait beaucoup de projets de recherche. Je ne vais pas vous assommer avec tous les travaux qui sont faits dans notre laboratoire, mais je voudrais en souligner 2. Voilà, dans le domaine des centrales à concentration, 2 projets européens donc, qui sont en cours, récemment financés. Hein. Donc un projet ici qui concerne... alors les deux s'appuient sur la technologie de la turbine à gaz. Donc là, on est sur des très hautes températures. Hein, je vous disais tout à l'heure 800 degrés, voire plus, voilà, pour alimenter en énergie solaire une turbine à gaz. Et ensuite, dans le cas de ce projet ici, Polyfem, c'est récupérer l'énergie qui est rejetée ici par l'étage détendeur de la turbine, pour récupérer cette énergie, alimenter un stockage, et ensuite, en cascade, un cycle organique de Rankine. On pourrait mettre un petit cycle à vapeur, mais là, on est sur des petites puissances, donc on va plutôt mettre un cycle organique de Rankine, de façon à avoir une partie de la production électrique qui soit vraiment flexible. Voilà. Donc on a commencé les travaux déjà, hein, sur la partie récepteur. On travaille notamment avec le CEA là-dessus. Le LITEN, justement, on travaille pas mal avec eux sur la technologie de récepteurs solaires à très haute température ici. Et puis le deuxième projet, qui s'appelle NextCSP, donc a démarré déjà depuis un an, ça concerne finalement le développement, l'utilisation des particules solides. Je vous en ai parlé tout à l'heure rapidement, voilà, de façon à pouvoir monter à plus haute température au niveau du stockage ici de chaleur, dépasser ce qu'on est capable d'obtenir avec les sels fondus, avec des particules solides. Voilà. Et finalement, on a une boucle primaire ici avec un récepteur à particules, des particules solides et un échangeur qui va permettre d'alimenter la turbine à gaz en chaleur à très haute température ici. Voilà. Alors, je prends 2 minutes pour terminer.
l'électricité n'est pas la seule utilisation possible des systèmes à concentration. Loin de là. Alors on a beaucoup fait d'efforts sur l'électricité jusqu'à présent. Pour des raisons un peu historiques, c'était les électriciens qui étaient demandeurs et souvent acteurs des quelques travaux de recherche qui ont conduit aux solutions qu'on a à l'œuvre. Mais on a d'autres voies. Alors la première voie, c'est les combustibles solaires, parce qu'avec l'électricité, on n'a pas résolu le problème des transports, en tout cas pas encore. Donc le meilleur moyen quand même de faire marcher une voiture, un camion, etc., c'est d'avoir du liquide. Mettre dans un réservoir et on sait faire les moteurs, etc. Le liquide, si on veut s'affranchir des hydrocarbures, eh bien il faut soit mettre de l'hydrogène dans le système, c'est les piles à combustible, soit à partir de carburants de synthèse d'hydrogène et de monoxyde de carbone, recréer du liquide. On verra dans un moment, on sait faire ça. Voilà. Encore faut-il que l'hydrogène et le monoxyde de carbone aient été fabriqués avec de l'énergie renouvelable au départ. Donc on s'y emploie. On s'y emploie et il y a des voies solaires tout à fait intéressantes pour notamment produire de l'hydrogène. Donc soit à partir de craquage d'hydrocarbures, ça c'est qu'à moitié satisfaisant parce qu'on a quand même du carbone dans l'histoire qui finira en CO2 tôt ou tard. Soit en allant chercher l'hydrogène dans l'eau, et là cette fois-ci on est complètement décarboné. Donc c'est de loin la meilleure solution. Un peu plus difficile parce qu'il faut travailler à plus haute température, mais l'idée c'est de réaliser finalement l'hydrolyse, c'est-à-dire la séparation de la molécule d'eau en oxygène et en hydrogène, en plusieurs étapes. Là ici c'est 2 étapes. Une étape à haute température qui consiste à réduire un oxyde. J'ai pris le cas du zinc parce que c'est le plus connu, mais il y en a des dizaines. Voilà, on produit du zinc solide et on libère l'oxygène. Et puis ensuite on recycle ici l'oxyde de zinc en oxydant le zinc au contact de la vapeur d'eau, et cette fois-ci on libère l'hydrogène. Voilà. Donc ça c'est assez intéressant. Alors on ne produit pas forcément un hydrogène aussi pur que dans le cas de l'hydrolyse, de l'électrolyse justement, mais on a quand même une voie tout à fait intéressante de production d'hydrogène avec des rendements théoriques qui sont assez bons. En pratique, on a quand même un petit peu de mal parce qu'il faut bien recycler ça, etc. Donc on en est encore à des travaux de recherche. On peut faire la même chose au niveau du CO2, casser la molécule de dioxyde de carbone en oxygène et monoxyde, exactement avec les mêmes genres de cycles. Voilà. On réduit un oxyde métallique et on le régénère. L'intérêt, alors bon, on a quand même des réactions qui se produisent. Là, on n'est même pas à 800 ou 1000 degrés, mais c'est 1500, 1600, voire 1800 degrés dans le cas de l'oxyde de zinc. Donc les problèmes de matériaux et de réacteurs à développer à ces niveaux de température sont largement plus compliqués que ceux des chaudières pour faire de la vapeur à quelques centaines de degrés. Mais on commence à l'échelle du laboratoire à avoir des résultats tout à fait intéressants. Alors l'enjeu qui est derrière, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire de produire finalement des carburants liquides, à partir de ces ressources-là, donc de l'hydrogène et du monoxyde de carbone qui auront été fabriqués ou synthétisés dans le cas de l'hydrogène à partir d'énergie solaire, donc parfaitement renouvelable et décarbonée. On a une voie tout à fait intéressante de production, soit de diesel, soit en passant par le méthanol ici, d'essence. Ça, les procédés ici que vous avez là, les procédés mobiles, Lurgi, etc., Fischer-Tropsch, ça existe depuis encore une fois des dizaines d'années. On sait faire ça très bien aujourd'hui. Et puis le dernier, c'est la chaleur solaire industrielle. Alors le seul exemple que je vous donne ici, il y en a des dizaines, mais celui-là est assez intéressant parce qu'en plus il met en œuvre une technologie de concentration assez révolutionnaire ici. C'est-à-dire qu'on a du cylindre parabolique, mais à l'intérieur d'une serre un peu agricole. Donc on est à l'abri du vent et on a une structure extrêmement légère ici. Donc les promoteurs de ce système-là, qui est une entreprise américaine qui s'appelle GlassPoint, voilà, ont déjà décroché un premier marché au sultanat d'Oman. Et alors, l'ironie un petit peu de l'histoire, c'est que finalement, leurs clients, c'est des exploitants d'huile lourde, de pétrole lourd. Voilà, donc c'est les pétroliers, si vous voulez, qui ont recours finalement à l'énergie solaire pour essayer d'extraire un peu mieux finalement l'hydrocarbure. Donc ça me paraît un peu presque suicidaire parce qu'on dit comment l'énergie solaire va venir au secours en quelque sorte des pétroliers. De toute façon, ce qu'il faut se dire, c'est qu'avec ou sans énergie solaire, ils vont l'extraire, le pétrole lourd. Donc il vaut mieux l'extraire avec l'énergie solaire plutôt que de brûler encore plus de pétrole pour cette utilisation-là. Il vaut mieux se réserver le pétrole qu'on va extraire d'ici pour faire marcher nos voitures encore quelques dizaines d'années avant d'avoir mis au point la pile à combustible ou l'hydrogène solaire. Donc ça vaut tout à fait la peine, effectivement, de faire ça avec l'énergie solaire. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc merci, j'étais peut-être un petit peu long, j'espère pas trop ennuyeux ou
ou rébarbatif. En tout cas, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur le site de notre labo. Il y a un site également qui s'appelle solarpaces.org. C'est le site de l'Agence internationale de l'énergie. C'est un programme dont je m'inspire beaucoup dans mes travaux, parce que moi, ça fait 20 ans que je travaille avec les experts du monde entier dans le cadre de ce programme-là. Voilà, donc c'est très instructif d'aller regarder un petit peu ces technologies-là. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Vous parlez de sel fondu. Qu'est-ce que c'est exactement? Parce que c'est quelque chose que vous chauffez ou que vous mettez en solution liquide? Alors, les sels fondus, donc je vous ai expliqué un petit peu ce que c'était. C'est, à l'état solide, c'est de l'engrais. C'est un mélange de nitrate de sodium et de nitrate de potassium. D'accord, ça oui. Très bien. Et en fait, ils sont utilisés à l'état liquide, donc à haute température. Donc il faut préchauffer avant. Il faut le chauffer, exactement. Il faut préchauffer avant, vous avez parfaitement raison. Vous mettez le doigt sur un problème d'exploitation tout à fait important. On doit les utiliser au-dessus de... Alors leur point de fusion, c'est à peu près 160, 180 degrés. En pratique, on est au-dessus de 200, 250 degrés. Et donc la gamme de température dans laquelle ils sont utilisés, c'est 250 jusqu'à 550 degrés. Donc effectivement, on ne peut pas les utiliser, les laisser refroidir en dessous. Alors dans le bac de stockage, ça ne pose pas de problème. Le grand réservoir que vous avez vu là, à 250 degrés, ça tient des semaines, il n'y a pas de problème. Le refroidissement est très 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 lent, hein. On isole bien, il n'y a pas de souci. Par contre, là où on a des problèmes, c'est quand on l'envoie, ces sels fondus, dans le récepteur. Parce que là, on doit passer par des tubes qui sont petits, dans le récepteur lui-même, et tout aura été vidangé pendant la nuit. Et donc, on ne peut pas envoyer du sel fondu à 250 degrés dans un tube métallique froid ou dans un récepteur froid. Sinon, on crée immédiatement un bouchon. Le métal va absorber la chaleur et va solidifier le sel. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on préchauffe. On préchauffe, donc le matin, avant de faire circuler le sel fondu, effectivement, on doit préchauffer toute la tuyauterie. C'est-à-dire, en fait, l'équivalent de la hauteur de la tour et le récepteur. Alors, nous, on a fait ça, hein, parce que si vous voulez, c'est quelque chose qui est connu, hein, donc dans le petit monde des centrales solaires et notamment à sel fondu. On connaît ça très bien parce qu'à Thémis, donc en France, hein, dans les années 80, moi j'ai travaillé sur cette centrale-là, c'était un problème qu'on avait. Voilà, comment on fait? Donc les ingénieurs de l'époque, ils avaient imaginé faire ça avec de l'énergie solaire. Donc on avait un système de production d'huile à 320 degrés, à partir de laquelle on était capable de faire de l'eau surchauffée à 250 degrés, 40 bars, voilà, en liquide. Et cette eau surchauffée était envoyée dans des tout petits tubes, le long des tubes de sel fondu, le matin, pendant à peu près 3/4 d'heure, avant de démarrer, pour être en température. À ce moment-là, on pouvait démarrer la centrale. J'ai d'autres questions aussi. C'est que ce sel fondu, il doit y avoir des échangeurs, donc vous produisez de la vapeur d'eau. Oui. Voilà, et qui vont dans les turbines. Oui. Et pour conserver la chaleur de ces sels fondus, les réservoirs fonctionnent sur le système de Berthelot, la bouteille de Berthelot, c'est-à-dire la bouteille thermos. Voilà. Voilà, d'accord. Voilà. C'est des réservoirs parfaitement isolés. Voilà, donc ça a un coût, hein, c'est à peu près 30 € le kilowattheure thermique. Voilà. Donc, bon, on a des problèmes de pression, hein, c'est des sels qui sont très denses, hein, c'est beaucoup plus dense que les hydrocarbures, donc on a des parois plus épaisses, plus renforcées, mais le principe, c'est effectivement un bac bien isolé, quoi. L'intérêt des sels fondus, c'est qu'on n'a pas besoin, si vous voulez, d'être en pression. On n'a pas des très très grosses pressions à supporter. Il faut vaincre les pertes de charge, en fait. Voilà. Après, on a un ciel, souvent on met un ciel de gaz neutre, voilà, pour conserver, si vous voulez, les propriétés chimiques du sel fondu, mais ce n'est pas très très contraignant à utiliser. Bonsoir. Une question pour compléter ce que vous avez dit de Thémis. Qu'est-ce qu'on peut dire du retour d'expérience de Thémis? J'imaginais que en fait, ça avait fonctionné assez peu de temps et que ça avait été plutôt négatif, mais c'est peut-être une mauvaise idée que j'ai. Alors, oui, ça c'est pas une mauvaise idée. Enfin, alors, fonctionner très peu de temps, vous avez raison. Thémis a été construite, le début du chantier, c'est 1979. La mise en service, c'était 1981, mise en service en eau, et puis tous les circuits. Et en 82, le premier couplage au réseau. Et en 86, on a fermé. Donc ça fait 4 ans, 5 ans maximum d'exploitation, et pendant lesquels, finalement, on a appris à s'en servir. On avait construit Thémis, personne n'avait jamais
fait de centrale solaire de ce type-là avant, et on ne savait pas du tout la faire marcher, en quelque sorte. Donc on a appris à s'en servir et on a mesuré ses performances. Voilà, la petite équipe du CNRS qui était concepteur au départ, et puis ensuite, à côté de l'exploitant qui était l'EDF à l'époque, s'est attachée à tirer finalement les enseignements. Donc les retours finalement qu'on a eus, du point de vue scientifique et technique, les retours sont bons. Alors, nous, on en était persuadés. Alors, évidemment, moi, je suis un petit peu partie prenante dans l'histoire. Je faisais partie de l'équipe. J'étais très jeune chercheur à l'époque. Et donc, nos conclusions, si vous voulez, c'était que c'était une très, très bonne solution, que les choix qui avaient été faits par les concepteurs et les ingénieurs ensuite d'EDF qui avaient fait la conception de détail étaient les bons choix. Preuve à l'appui, on avait mesuré les performances de la partie solaire, notamment, puisque c'était la partie la moins connue. Le côté cycle, c'était une turbine à vapeur d'Alstom de 2,5 MW. Bon. On n'en a pas appris grand-chose, si ce n'est qu'on a regardé un petit peu son comportement par rapport à des démarrages et des arrêts plus fréquents qu'une turbine utilisée de manière conventionnelle. Mais c'est tout. Après, la techno de la turbine, elle n'était pas du tout différente des turbines conventionnelles. Donc on a beaucoup regardé la partie solaire, le champ d'héliostat et le récepteur solaire à sel fondu. Le champ d'héliostat, vous avez vu, il existe encore. Il est très performant. Le récepteur à sel fondu de Thémis, nous, on avait mesuré ses performances, 95% d'efficacité. C'est aujourd'hui le récepteur à sel fondu de référence pour les gens qui construisent et qui exploitent des centrales solaires à sel fondu. Donc c'est vous dire que si on dit, nous, que c'était un bon retour d'expérience positif, on peut nous croire ou ne pas nous croire, comme on était un peu les acteurs, mais l'expérience qu'on connaît aujourd'hui prouve que c'était le bon choix. Tout le monde court après les sels fondus. Tout le monde veut faire des centrales à sel fondu. En Afrique du Sud, au Chili, en Chine, à Dubaï, c'est des centrales qui vont être avec des sels fondus, parce que c'est la techno la plus, si vous voulez, performante du point de vue rendement, coût. Voilà. Donc les retours sont positifs. Après, l'histoire de Thémis, elle est compliquée. On a tout mélangé. On a voulu faire de cette centrale expérimentale, on a voulu la considérer comme une centrale de production parce qu'elle faisait partie du parc de production d'EDF. Alors évidemment, le coût du kilowattheure, comme elle a tourné très peu de temps et qu'on apprenait à s'en servir, on était quand même assez prudent. Donc elle a tourné peu d'heures finalement par rapport à l'investissement qui avait été fait, qui était un petit peu surdimensionné parce qu'on avait fait plein de circuits auxiliaires qui finalement se sont avérés un petit peu moins intéressants et aujourd'hui on s'en passerait. Bref, on est arrivé, quand on calcule le coût du kilowattheure qui avait été produit par Thémis, c'est des coûts astronomiques. Bon, on est dans un cas d'un proto expérimental, il aurait mieux valu ne pas publier ces chiffres-là, effectivement. Ça a été, si vous voulez, une réussite scientifique et technique et une vraie catastrophe médiatique. Voilà. On peut dire ça comme ça. Voilà. On l'a payé très cher, cela dit. On l'a payé très cher parce que avant de revenir à Thémis, il a fallu s'armer de patience et d'être très très convaincant pour arriver à relancer un programme solaire thermodynamique en France, croyez-moi, et je peux en parler en connaissance de cause. J'ai passé 2 ans de ma vie à faire ça. Voilà. Essayer de convaincre les autorités régionales, le ministère, etc., que ça valait la peine. Voilà. Parce qu'au début, on nous a regardés comme des fous, quoi. Vous n'allez pas recommencer, c'est bêtise. C'est exactement ce qu'on nous a tenu comme discours pendant longtemps. Heureusement, à l'étranger, ça c'était au début des années 2000, on commençait à voir d'autres centrales se mettre en service, ce qui fait que l'exemple, et notamment l'exemple espagnol, a été extrêmement intéressant pour nous, parce que l'Espagne, c'est à côté de chez nous, quoi. Donc si les Espagnols le faisaient, à ce moment-là, on a regardé un petit peu différemment les centrales solaires à concentration. Bonsoir. Moi, j'aurais aimé savoir, ici, s'il vous plaît, bonsoir, pour une installation suffisamment importante, avec une capacité de stockage de 6-7 heures au sel liquide, faut-il que ce soit déclaré Céveso ou il n'y a pas de risque? Alors, vous soulevez une question très intéressante. Si on utilise des sels fondus pour produire la vapeur, donc dans un générateur de vapeur, donc comme c'est le cas dans les installations que je vous ai montré, il n'y a pas de problème Céveso, parce qu'en fait, les sels fondus, si on a une fuite de sel fondu, ils vont se solidifier. On a dit tout à l'heure, c'est solide à la température ambiante, donc très très vite. Il n'y a pas de risque explosif. Alors effectivement, attention, parce que les nitrates sont bien connus comme effectivement un composant qui apporte de l'oxygène à une réaction particulièrement violente.
Voilà. Mais il faut avoir du combustible à mettre en face. Il faut avoir, si vous voulez, le réactif en quelque sorte. Alors, la situation est un peu différente pour les centrales qui utilisent un caloporteur à huile thermique et le sel fondu comme stockage. Donc c'est le cas notamment de pas mal de centrales en Espagne. Parce que là, on a un échangeur, un endroit où finalement l'huile va être en contact, enfin indirectement avec un échangeur, mais assez proche du sel fondu. Et l'huile, c'est le combustible, non, c'est le combustible. Et le sel fondu sera le comburant. Là, effectivement, on a des risques assez importants et assez graves, en quelque sorte, au niveau des conséquences, hein, parce qu'on produit des sacrés poisons. Hein. Si on fait une combustion d'huile avec les sels fondus, ça se passe très très mal. Et là, effectivement, on tombe sous le cas de la réglementation Seveso dans ce cas-là. Donc c'est ce qui explique qu'en France, en fait, c'est intéressant parce qu'en France, on avait eu l'idée de faire ça. Il y avait une entreprise qui a depuis fait faillite, mais bon, pour d'autres raisons, qui avait, sur nos conseils d'ailleurs, imaginé faire ça. Une centrale avec caloporteur huile et utilisation des sels fondus que pour le stockage, pour éviter les problèmes dont parlait monsieur tout à l'heure, d'utilisation de l'huile, des sels fondus, pardon, comme caloporteur avec les problèmes de préconditionnement, etc. Donc si on limite l'utilisation des sels fondus au stockage, on a beaucoup moins de problèmes de conditionnement. Parce que le stockage ne va pas se refroidir, donc tout va bien. Il n'y a que les échangeurs où il faudra un petit peu les maintenir chauds, mais c'est relativement simple. Et utiliser l'huile thermique comme caloporteur. Voilà. L'huile thermique est chère, donc en fait, il vaut mieux limiter au caloporteur et stocker les sels fondus qui sont moins chers. Mais là, ça demande effectivement un échangeur huile-sel fondu qui est dangereux. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Oui, vous nous avez montré de belles courbes de l'empilement de toutes les énergies renouvelables qui pourraient faire un certain apport d'électricité. Pour vous, quel serait le bon mix énergétique pour la France? Ah, ça c'est vraiment une bonne question. Alors c'est pas tout à fait mon métier, donc je vais vous faire une réponse plutôt de citoyen plutôt que de professionnel si ça vous ennuie pas. Donc ça n'engage que moi et pas ma communauté. C'est déjà plus rassurant. Parce qu'on est quand même sur un terrain un peu difficile. Alors, moi, je pense d'abord que la première solution, c'est de faire des vrais efforts d'économie. Voilà. Donc, je reviens même avant l'empilement, voilà, c'est même au transparent d'avant. Voilà. C'est ça le plus important. C'est déjà d'être sobre. Premier point. Il faut qu'on soit beaucoup plus sobre qu'on ne l'est aujourd'hui, y compris en France. Alors on fait des efforts, hein. On a fait des progrès hein, depuis une vingtaine d'années. Par habitant, on a une consommation d'énergie qui s'est réduite. Il faut faire beaucoup plus et beaucoup mieux. Et bon, en tant que pays développé, on a des solutions pour ça, etc. On doit être exemplaire et on sait le faire. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, bon, on ne pourra pas se passer effectivement d'apport d'énergie. Alors si on met un petit peu à part la demande électrique, si on parle vraiment d'énergie, il y a deux grands domaines, si vous voulez, qui sont gros consommateurs. C'est l'habitat, nos maisons en quelque sorte, et les transports. Alors bon, je pense qu'effectivement, il faut mettre massivement du transport électrique, à condition de faire de l'électricité non émettrice de CO2. Alors en France, c'est bien parce que quand on roule à l'électrique, en fait, on roule au nucléaire principalement. Donc on est tranquille, on est plutôt les bons élèves, on n'est pas émetteur de CO2. Il faut y aller, il ne faut pas hésiter. Il faut y aller. Il faut rouler en véhicule électrique, voilà, des petites voitures, pas des énormes tanks et chars d'assaut, mais plutôt des petites voitures assez sobres pour respecter la sobriété. Et puis, il faut rouler à l'électrique. Donc ça, c'est le premier point. Et puis pour l'habitat, il faut faire du solaire en masse. Il n'y a aucune raison pour que ce soit que dans quelques coins de l'Alsace, un petit peu en Haute-Savoie, où il y a des communautés qui finalement se développent. Mais il y a tellement d'endroits en France où il faudrait faire du solaire à haute dose, y compris sur l'habitat existant. Moi, je ne comprends pas qu'on n'ait pas installé des panneaux solaires partout, parce que c'est tellement simple. On ne va pas reconstruire toute la maison. On peut mettre des capteurs solaires pour faire de l'eau chaude sanitaire, pour contribuer également au chauffage des maisons. Les solutions existent. Donc il ne faut pas hésiter, il faut y aller. Il faut y aller. Voilà. Donc c'est un petit peu ça mon scénario. Après, pour l'électricité, oui, l'électricité, ce n'est pas le solaire à concentration. Donc là, effectivement, on est un peu condamné à continuer à fonctionner au nucléaire si on veut être effectivement au rendez-vous pour le CO2, ça c'est sûr. Et puis du photovoltaïque,
tant qu'on n'a pas saturé la pointe de midi, il faut mettre du photovoltaïque et puis de l'éolien. Alors bon, l'éolien, lui, il peut un petit peu satisfaire les bords, là, ce qu'on appelle les épaules, donc en dehors de la période de midi, parce que bon, le vent souffle également la nuit. Donc là, oui, il faut y aller. Il faut mettre de l'éolien et du photovoltaïque jusqu'à saturer le marché. Voilà. Et puis après, la partie flexible, il faut la réaliser avec le nucléaire, avec l'hydraulique. Ça, on sait faire. Je voulais savoir si, dans vos prévisions pour 2020, 2050, 2060, vous avez tenu compte de la démographie galopante pour les besoins énergétiques. Oui, alors je précise que ce n'est pas mes prévisions, hein, mais c'est les mais... prévisions de l'Agence internationale de l'énergie. Oui, bien sûr. Bien sûr, hein, c'est des travaux, si vous voulez, qui s'appuient sur des analyses de l'évolution de la demande, donc à la fois de la démographie, clairement, et de la demande par habitant. D'accord ? Parce que, bon, évidemment, la démographie, c'est un des points d'entrée, mais après, il faut savoir quels sont les besoins et les consommations par habitant. Donc, effectivement, ces travaux-là reposent sur l'analyse de ces besoins futurs. Alors, il y a évidemment des marges d'erreur, on va dire. Hein. Donc, il y a plusieurs scénarios avec finalement des limites, des bornes inférieures et des bornes supérieures. Mais voilà, on s'appuie là-dessus. Et l'évolution des technologies. Voilà. Donc, c'est un travail qui est assez complexe. Voilà, mais c'est bon, les experts de l'AIE, c'est leur métier, ils le font plutôt bien, et depuis longtemps. Et bon, on peut leur faire confiance. Enfin, moi, à titre personnel, j'ai une assez grande confiance dans la sagesse de ces experts. J'ai remarqué qu'ils font des téléviseurs qui consomment moins d'énergie, mais qui sont 4 fois plus grands, donc qui consomment au final beaucoup plus. Oui. Pour les réfrigérateurs, donc au final... Alors ça, oui, effectivement. Alors on ne peut pas en vouloir aux experts énergétiques. Voilà, ça va un peu à contresens. Ça, voilà. Ben, on est un peu dans le problème, si vous voulez, que dès qu'on fait un progrès dans une direction, l'industrie et notre monde de consommateurs, finalement, s'empare de ces progrès avec des mauvaises habitudes. Effectivement, on ne devrait pas aller vers, comme vous dites, des écrans de télévision géants qui, au final... Voilà. On le fait parce qu'on peut se le permettre. On va dire, voilà, on le fait plus grand parce que finalement, au centimètre carré, on consomme moins, donc on peut le faire plus grand. C'est un peu absurde. Ça, je reconnais que c'est un peu absurde. On est dans une logique de marché. À partir du moment où on est attiré par ce genre de produit, bah, on y va, quoi. C'est comme des grosses voitures. Ça n'a pas de sens de rouler avec des énormes voitures. Ça n'a pas de sens d'avoir 3 téléphones portables dans la poche. Enfin, on peut citer des exemples comme ça à profusion. Bon, ben oui, il faut faire un peu notre éducation. la branche sur laquelle on est assis, mais on y va tout doucement. On y va tout doucement. Alors, moi, je ne suis pas certain, si vous voulez, que... Il faut regarder ce que feront les jeunes générations. Je ne suis pas certain que les jeunes générations, ils aillent aussi vite vers les très grands écrans, vers les choses comme ça. Je pense qu'ils seront plus raisonnables que la génération dont je fais partie, et vous aussi certainement. Voilà, qui a été un petit peu mal habitué. On a vécu l'ère du pétrole gratuit, sans l'insouciance. Aujourd'hui, je pense qu'il y a... Voilà. En tout cas, c'est notre travail de faire ça. Effectivement, ça va peut-être demander 1 ou 2 générations. Mais bon, c'est ce qu'on appelle les prises de conscience, finalement. Et le résultat de l'éducation, notamment des plus jeunes d'entre nous, peuvent tout à fait inverser ce genre de tendance. Moi, j'en suis assez convaincu. À propos des immenses centrales que vous avez décrites, quelle est la proportion quel est le taux de maintenance associé pour maintenir 60 000 actionnaires, entre autres, quel est le nombre de personnes nécessaires pour la maintenance de ces grands sites? Oui, alors c'est assez peu finalement. Hein. Ce qu'on essaie d'évaluer, si vous voulez, c'est combien de personnes au mètre carré. Alors évidemment, quand vous avez plus de miroirs et plus de composants, bon, ce chiffre-là peut être un petit peu revu, mais bon, je dirais, moi, c'est plutôt un décalage des problèmes qu'une augmentation. C'est-à-dire que quand on va avoir beaucoup d'héliostats, beaucoup de miroirs, ils seront plus petits, hein, à surface totale installée égale, ils seront plus petits et donc plus faciles, par exemple, à nettoyer. Donc, on va se simplifier la tâche, si vous voulez, sur le nettoyage, et on va se la compliquer sur la maintenance, par exemple, de toute la partie mécanique. Mais globalement, on ne va pas forcément augmenter la maintenance en ayant beaucoup de miroirs. Voilà. Donc, c'est plutôt au mètre carré qu'il faut raisonner. Et alors, de mémoire, pour
pour des centrales qui font à peu près 300 000 mètres carrés, on doit avoir à peu près une quinzaine de personnes ou une dizaine de personnes. Pas plus que ça. Pas plus que ça. On fait beaucoup de maintenance la nuit. Voilà. Et donc la nuit, on a du temps devant nous. Hein, les installations sont immobiles. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont faites la nuit. Après, le reste, c'est pas énorme. C'est des technos qui sont relativement simples. Hein. C'est des moteurs électriques, hein, la plupart du temps, et de la transmission. C'est soit par... on commence à avoir quelques courroies crantées pour essayer d'éviter des jeux, mais sinon, c'est des réducteurs, mais qui ne demandent pas, si vous voulez, une maintenance énorme, parce que finalement, les mouvements sont très lents. Donc c'est une mécanique qui est très lente. Hein. On suit le mouvement du Soleil. Hein. On n'a pas besoin d'aller vite. On n'est jamais sur des mouvements très rapides. On privilégie la simplicité et plutôt la précision par rapport à la rapidité. Donc finalement, ce n'est pas des mécaniques qui sont extrêmement exigeantes. Voilà, on travaille à des vitesses lentes, toujours les mêmes, etc. Donc c'est pas très exigeant de ce point de vue-là. Bon, y a-t-il d'autres questions? La dernière? Merci. Je voulais savoir si les réflecteurs sont sensibles aux ondes de choc. Un bang supersonique, par exemple, peut-il être suffisant pour faire éclater ce genre de réflecteurs? Alors, les réflecteurs, enfin, vous appelez ça, c'est les miroirs, hein, tout simplement. D'accord. Alors, j'en sais rien, à vrai dire. Un bang supersonique, je ne sais pas très bien quel serait bon, peut-être que oui, parce que bon, finalement, on interdit les bangs supersoniques au-dessus des habitations pour éviter les problèmes. Donc, il n'y a pas de raison qu'effectivement, on n'ait pas le même genre de comportement. Mais En cas de risque d'attentat, explosion à proximité, est-ce qu'il y a un risque de détruire un grand champ de production? Alors, j'essaie de réfléchir pour savoir si j'ai lu des papiers où on a fait des études là-dessus. On a fait beaucoup d'études sur les ennemis qu'on se connaît, c'est le vent et la grêle, les choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment parfaitement catalogué. Évidemment, bon, la première chose, c'est le vent. Hein, c'est quand même ça, c'est l'ennemi majeur. Hein, on fait des voiles essentiellement. Donc c'est de ça dont on se méfie. Sur les problèmes d'ondes, sur des explosions, j'ai pas lu de papier là-dessus. Et je pense pas qu'on ait des risques particuliers. Oui, alors le verre est fin, mais le verre n'est pas livré à lui-même en quelque sorte. C'est-à-dire que le verre fin, il est supporté par si vous voulez, une coque à l'arrière, hein, qui peut être d'ailleurs en verre elle-même. Hein, on peut faire des verres sandwich, où on met une coque plus solide. Et puis on a des armatures sur lesquelles le verre est placé, puisqu'il est déformé. Ce n'est pas des verres plans, c'est des verres qui sont déformés mécaniquement. Ah non, c'est du verre. C'est du verre. Il est plutôt bien tenu et bien maintenu, donc on n'est pas comme dans le cas d'une fenêtre où finalement on a une grande surface de verre qui peut effectivement se mettre en vibration. Là, c'est pas le cas. Bon, donc c'est pas le verre qui est le plus redoutable, c'est plutôt à ce moment-là la structure qui encaisserait ce type de vibration. Bon, je pense pas que ce soit un risque énorme. C'est pas quelque chose qui est facile à détruire par ce type de choses. Après, si ça devient une cible, effectivement, de quelqu'un qui envoie un missile sur une centrale solaire, elle vole en éclats. Il y a aucun doute là-dessus. Ça, c'est sûr. Mais il faut se donner un petit peu de mal, oui. Il faut se donner un petit peu de mal. Après, c'est des cibles faciles, hein, parce que c'est tellement étendu que, oui, c'est des cibles faciles. Ça, c'est clair. C'était la dernière question. Donc on vous remercie encore une fois, Monsieur Ferrière. Merci moi. Et je vous invite donc à vous rapprocher du buffet qui doit être ouvert.